J'ai fait une première vidéo, je montrais comment je générais de l'attention avec principalement la création de contenu hors organique et la publicité pour moi et mes clients dans mon système d'acquisition qui me permet de transformer une impression en un lead et un lead en client. Dans cette deuxième partie, nous allons aller plus en profondeur et voir comment je réussis à transformer un lead froid en lead tiède, un lead tiède en lead chaud, un lead chaud en lead qualifié, un lead qualifié en client pour moi et mes clients. Et cette vidéo est un extrait du masterclass de plus de 20 heures où je partage absolument tout dans mon business et comment bien vendre en high-ticket pour avoir un business rentable en ligne. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres high-ticket pour les professionnels du photovoltaïque, les propriétaires d'agences, coachs, consultants. Sur ce, bon visionnage. Toujours dans l'avant-dernière partie de cette vidéo, on est toujours sur le système d'acquisition où du coup on génère le maximum de leads afin de transformer ces leads en leads froids, ces leads froids en leads tièdes, ces leads tièdes en leads chauds, ces leads chauds en leads qualifiés, ces leads qualifiés en client. On sait déjà pertinemment que dans ce système, on a quatre étapes. On attire l'attention, on la transforme, cette attention, en data, c'est-à-dire qu'on la possède. On la possède comment? En ayant l'adresse email, le nom, le numéro de téléphone des personnes. Ensuite, cette attention, il faut bien l'éduquer. Ces leads, il faut bien les éduquer, il faut les nurture, il faut gagner leur confiance, il faut faire en sorte que ces personnes s'identifient à nous, il faut faire en sorte que ces personnes estiment du coup qu'elles nous apprécient. Il faut que ces personnes, tout simplement, fassent partie de notre communauté. Et en dernier lieu, du coup, ces clients, on n'oublie pas, ces leads, ces personnes, du coup, achètent nos produits. C'est le parcours qu'on doit avoir dans notre système d'acquisition. On a vu la première partie de notre système d'acquisition où, du coup, on a bien généré de l'attention. On l'a déjà vu, on a un peu anticipé les trois autres parties, c'est-à-dire posséder l'attention, éduquer et convertir en client. On l'a déjà vu un peu parce que moi, on le sait déjà maintenant, vous me connaissez, on continue, ça fait des années là qu'on parle, ça fait maintenant presque 18-20 heures qu'on parle. On sait pertinemment que pour générer de l'attention, on utilise la publicité, la création de contenu, les partenariats et la prospection. Pour bien se faire, on va utiliser le levier de l'humain, du code, de l'argent et du média. Et ensuite, derrière, on a 4 funnels qu'on va remplir avec cette attention. Soit on utilise le funnel de la VSL, soit le funnel de la newsletter, soit le funnel des groupes, c'est-à-dire que l'attention qu'on a gérée, on la balance dans des groupes pour s'entretenir avec ces personnes, et le funnel du coup des produits low ticket. Produits low ticket, pourquoi? Parce que ça peut être un moyen pour gagner la confiance des personnes plus facilement, pour leur montrer que nous sommes des professionnels et que nous savons travailler, pour du coup les upsell avec notre produit final qui est notre produit high ticket. On sait pertinemment que moi j'utilise que le funnel de la VSL et de la newsletter. Le funnel de la VSL et de la newsletter, j'utilise principalement 2 techniques pour la génération d'attention qui est la publicité et la création de contenu. Cependant pour mes clients, j'utilise aussi les partenariats. Et là, j'aimerais qu'on regarde un peu plus en détail le deuxième truc qui est posséder l'attention. Parce que là, posséder l'attention, c'est de se faire à travers des lead magnets. N'est-ce pas? C'est-à-dire pour capter l'adresse email, le nom, le prénom et le numéro de téléphone de la personne, on utilise des lead magnets. J'aimerais entrer un peu plus en détail sur les lead magnets, que ce soit en organique ou bien à travers la publicité, vu que moi j'utilise principalement l'organique et la publicité. Donc le lead magnet, si tu es débutant, un lead magnet, ça te permet justement de capter les informations de la personne, c'est-à-dire qu'il y a un échange de bons procédés, on veut les informations de la personne et en échange, nous on donne beaucoup de valeur. C'est la loi de la nature, on est d'accord. On a besoin d'un maximum de lead magnet pour maximiser nos chances de générer le maximum de leads. D'accord. Donc on garde à l'esprit que pour capter le maximum d'informations, pour faire en sorte, pour capter le maximum, pour avoir le maximum, pour faire grossir notre data, notre liste d'emails, notre liste de leads, notre liste d'emails, pour bien le faire, il est important qu'on ait le maximum de leads. Pourquoi? Parce que dans toute notre audience, on peut avoir des personnes qui ont plus problème 1 comme problème, ou bien problème 2 comme problème, ou bien problème 3 comme problème, si je ne puis dire. Et du coup, si par exemple on n'a qu'un solide magnet avec problème 1, et les personnes qui ont problème 2 ne vont pas forcément donner leur adresse email et leur numéro de téléphone et leur nom et leur prénom, du coup, pour que nous on puisse les capter, les contacter et s'entretenir avec elles, bien les nurture, bien les éduquer et j'en passe. Donc il est important d'avoir le maximum de lead magnet pour essayer de résoudre le problème de toutes les personnes qui nous écoutent et du coup avoir leurs informations pour du coup les contacter, pour du coup essayer de s'entretenir avec chacune des personnes et d'ailleurs essayer de faire le maximum d'argent que possible. Idéalement,
et pour de meilleures performances, un lead magnet doit avoir un thème bien précis et doit résoudre un problème de manière explicite. Exemple, voici des problèmes en acquisition. Alors, quand je dis que voici des problèmes en acquisition, là, cette liste que je suis en train de citer, dans un système d'acquisition qui fonctionne, ce sont les principales choses à regarder pour voir si notre système d'acquisition est effectif. Le nombre de personnes qui effectuent un opt-in sur une landing page, une page de vente ou un formulaire. C'est-à-dire qu'on génère de l'attention à travers la publicité, la prospection, les partenariats et la création de contenu. Il y a des personnes qui voient, on a des eyeballs, et du coup, ces personnes, il faut qu'elles mettent les informations. Donc ça, c'est la première métrique. La deuxième métrique, c'est le nombre de personnes qui regardent la VSL. Donc si on étudie le funnel de VSL, même peu importe les 4 funnels qu'on utilise, au bout d'un moment, il faudra qu'une personne regarde une vidéo de vente pour qu'elle en sache un peu plus sur nos process. Donc ça, c'est une métrique qu'on doit garder en tête. Pourquoi ? Parce que déjà, de 1, on est sûr que cette personne sait de quoi on parle, on est sûr que cette personne montre un intérêt pour nos produits, car on se souvient du parcours client du produit à étiquette, on ne l'a pas oublié, lorsqu'on est dans un lead, lorsque le lead est à l'étape du lead tiède, on doit se rassurer de 2 choses. Il a montré un véritable intérêt pour notre solution et qu'il est capable d'implémenter notre stratégie. C'est les 2 cases à cocher importantes pour qu'on ait un lead qui devient tiède. Pour qu'il devienne chaud, il faut qu'il soit décisionnaire et qu'il ait le cash, le flous. Voilà. Donc du coup, le fait qu'il regarde du VSL nous permet de nous confirmer que du coup, cette personne est un lead tiède et qu'il peut passer en lead chaud. Le nombre de personnes qui réservent un appel, là, on est toujours encore dans le lead chaud et le lead tiède. Hein. C'est une métrique très importante. Le nombre de personnes qui répondent à votre phase de nurturing à travers les emails, les SMS, les messages, les WhatsApp, les vidéos de retargeting, la newsletter, la création de contenu, le setting. Cette métrique, c'est aussi importante. Je vous ai déjà montré, moi, des captures d'écran de mon CRM. On a des taux d'ouverture de 60% sur nos séquences d'SMS et d'emails. J'ai des opt-ins sur ma chaîne YouTube de plus de 27%. Sur mes publicités, j'ai des opt-ins de 37%. Je fais tout bien. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on écoute Thierry. Le show rate, c'est une métrique importante. C'est la métrique la plus importante de toute cette liste parce que tu peux avoir tout bien ici, là. Tu peux faire tout bien là. S'il y a personne de présent au moment de l'appel de vente, ça n'aura servi à rien. On peut par contre, être le meilleur ici, dans la vente. S'il n'y a personne ici, ça ne sert aussi à rien. Donc ça, c'est le grand pivot de notre système. Il faut que des personnes soient présentes au moment de l'appel de vente. Sinon, tout le travail fait en amont ne sert à rien et tout le travail qui est censé être fait après ne sert aussi à rien. Donc, le show rate, c'est le nombre de personnes qui sont présentes au moment de l'appel de vente. Je vais vous donner les métriques à avoir pour tous ces points-là plus tard, mais ici, je vous le dis déjà, c'est 70% minimum. Et le taux de closing, c'est le nombre de personnes qui ont réussi à closer. Ne vous faites pas avoir, hein. Je répète. Alors, si vous faites comme moi, vous créez du contenu, vous avez une chaîne YouTube et que vous êtes capable de créer du contenu pour faire en sorte que les personnes s'identifient à vous, vous avez une personnel brand et j'en passe, votre taux de closing, il dépasse facilement les 35%. Par contre, dans les fenêtres traditionnelles pour les agences, lorsqu'on a des mecs du photovoltaïque et j'en passe, le taux de closing, il n'est pas pareil. Si vous avez un taux de closing de 20-25%, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ne vous faites pas avoir. Le problème derrière est que le prospect se posera la question suivante. Oui, mais que fais-je Voilà, excusez-moi. Oui, mais que fais-je de mes autres problèmes ? Oui, mais plus encore. Ou même plus encore, lorsque tu résous un problème avec un lead magnet, certains prospects seront intéressés tandis que d'autres non. Donc, on fait plusieurs leads magnets sous différents axes que l'on promeut, que ce soit en ads ou en organique. Donc, ça veut dire que là, le problème, c'est que, quand je dis cette phrase, en fait, c'est que pourquoi il est important d'avoir plusieurs leads magnets ? Parce que, comme je l'ai dit, tu peux résoudre le problème. Si tu as, on va dire, 10 personnes dans ton audience, et avec un lead magnet, tu vas peut-être résoudre le problème de 3 personnes. Il reste encore 7 personnes pour qui il faudrait résoudre le problème. Et en plus de ça, parmi les 10 personnes, tu peux avoir une personne qui a plusieurs problèmes. Donc peut-être que ton lead magnet à juste une seule personne va résoudre une partie de ses problèmes, peut-être pas l'autre partie de ses problèmes. Donc il faut des leads magnets sans arrêt, complets. Des leads magnets, il en faut plusieurs, tout simplement. D'ailleurs, cette vidéo que je tourne, là, ce qui est à ma droite, donc du coup, vous aussi à votre droite, là, que vous regardez, c'est en description de la vidéo. Récupérez-le, comme ça, vous l'avez avec vous. Vous pouvez lire tout ce que je suis en train de dire. Il y a des screens de mon business, il y a des trackers, il y a des scripts de vente, il y a des scripts de setting, et j'en passe, si ça peut vous aider à avoir un bon business. Donc, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je viens de dire. Je l'ai fait sous forme de schéma, hein, c'est-à-dire que toi, ton service, tu résous le problème, la personne, elle a toujours plusieurs problèmes.
Elle a toujours posé un problème. Non, notre lead magnet, il a résolu un problème, mais pas forcément les autres problèmes de la personne. N'est-ce pas? Voilà. Donc, chaque lead magnet doit apporter une solution à un problème du prospect. La solution étant une partie de votre service complet. Oui, bah, ça c'est évident, hein. Le lead magnet qu'on propose, on a forcément la solution dans notre offre à étiquette. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est clair. Voilà. Donc, il serait idéal d'adopter une stratégie qui permette à chaque lead de promouvoir le suivant, que ce soit par des publicités ou de manière organique. Donc, en fait, dans votre stratégie, vous devez avoir une certaine continuité de la chose entre vos différents lead magnets. Quand je mets ce schéma, en fait, pour faire très simple, en gros, la stratégie, c'est quoi? Tu as plusieurs lead magnets. Les lead magnets, dans ta création de contenu, tu fais une vidéo qui va aborder le sujet d'un lead magnet. Tu mets le lead magnet en description de la vidéo. Une fois que la personne, elle opt-in, elle a ses informations en newsletter, tu peux aborder le sujet des autres lead magnets et quand tu crées, du coup, quand tu vas aborder le sujet d'un autre lead magnet, tu as une seconde vidéo YouTube qui aborde le sujet, qui aborde le lead magnet en vidéo. Le lead magnet est disponible en description de la vidéo. Dès que la personne opt-in en newsletter, tu peux tout simplement de manière naturelle lui parler d'autoproblèmes si cette personne a éventuellement d'autres problèmes. Et en plus de cela, il faut interagir avec les personnes dans ta création de contenu, c'est-à-dire que lorsque tu fais les vidéos, si tu vois des commentaires, tu prends l'information, tu fais des vidéos, tu peux toi, enfin, de chaque vidéo, demander aux personnes est-ce qu'il y aurait un sujet que vous voudriez que j'aborde, et j'en passe. Pour la publicité, c'est pareil, faites des publicités sur un sujet pour avoir le maximum d'opt-in. Vous pouvez proposer à la clé en call to action de la publicité, un lead magnet, et dès que tu as l'information de la personne, tout simplement, cette personne, tu as son information en newsletter, tu la travailles, ou bien elle découvre ta chaîne YouTube, tu la travailles, et hop, elle découvre les autres problèmes, elle découvre la création de contenu, les autres sujets que tu as abordés pour éventuellement résoudre tous ces problèmes. Ça se fait de manière très, 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 très naturelle. À ce niveau-là, je pense pas qu'il faut être un génie pour le comprendre. Donc, mes lead magnets en publicité, nous avons testé, et ce qui fonctionne le mieux, ce sont les formulaires instantanés sur Facebook. Donc ça, je l'ai déjà dit, je le redis, les formulaires instantanés, c'est ce qui fonctionne le mieux. J'ai testé absolument tout. J'ai fait des dizaines et des dizaines de campagnes pour mes clients, des dizaines et des dizaines de campagnes pour mes business. Le formulaire instantané, c'est ce qui fonctionne le mieux. Pourquoi? Parce que les personnes sont toujours sur la plateforme, donc elles ont tendance à mettre leurs informations plus facilement parce que cela demande un effort moindre. Par contre, pour Google Ads, si tu veux utiliser le formulaire instantané de Google Ads, il te demande d'avoir d'abord dépensé plus de 50 000 euros sur un compte publicitaire. Dans le formulaire instantané, j'ai déjà montré comment moi, je faisais mon formulaire instantané. Je vous le remontre, hein. La répétition est la mère de l'enseignement, donc je mets remplissez vos coordonnées ci-dessous et nous vous enverrons un message pour vous expliquer la procédure. On pose des questions pour avoir les informations de la personne, donc nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email et j'en passe, c'est normal. Des questions, faites-vous plus de 10 000 euros par mois de revenus récurrents mensuels? Donc ça, c'était pour avoir les informations des professionnels du photovoltaïque. Quel est votre business model? Voilà, franchement, je pense pas qu'il faut être un génie à ce niveau-là. Récupérer les questions, les premières questions qui peuvent vous aider vous à avoir les premières informations dans votre setting et voir du coup avec ces informations quelles personnes appeler en priorité du coup pour les encourager, pour davantage les qualifier et du coup et leur faire booker un appel pour s'entretenir avec le commercial ou bien un R2 avec le setter pour essayer d'avoir encore plus d'informations. Hein, je pense qu'ici c'est juste une question de bon sens et qu'il faut pas être un génie pour s'en rendre compte. Ici, très important, dès que la personne a fini de remplir ses questions, vous la renvoyez sur une page de vente où elle va voir votre première vidéo VSL. Hein, en raison de la forte demande et de la capacité limitée, réservez votre place en sélectionnant je réserve ma place ci-dessous, en regardant la courte vidéo et réserver un appel, je réserve un appel. Bam, je vous ai déjà montré ce schéma, je vous le remonte, c'est mon centre de prospect. Lorsque je génère mes leads pour du coup mes bons business du photovoltaïque, voilà, du coup tu as YouTube qui te met l'information des personnes avec les dates. Il faut savoir que les leads, il faut vite les utiliser. Il est important que vous connectez Facebook à votre CRM parce que les leads, ils restent dans votre CRM à vie, mais sur Facebook, ils restent pas à vie. Au bout d'un moment, Facebook commence à supprimer petit à petit vos leads. Hein. Donc, utilisez-les correctement, mettez-les bien dans votre CRM, prenez votre temps à bien les traiter dans votre CRM, mais ne le faites pas sur Facebook. Hein. Et je répète encore, hein, pour les personnes qui ont tout le temps de nouveaux rendez-vous dans leur calendrier, si ces personnes-là, vous
vous pensez éventuellement travailler avec ces personnes, faites très attention car pour la plupart du temps, ces personnes, elles sont toujours en train de chercher de nouveaux clients. C'est pour ça qu'elles ont tout le temps un calendrier. Ou bien ces personnes, en fait, elles sont là pour faire le maximum d'argent. Parce que moi, lorsque je génère des rendez-vous, je n'ai pas tout le temps mes calendriers remplis. Parce que lorsque je fais tourner mes publicités, je génère plus de 40 à 50 rendez-vous par semaine. Mais je ne le fais pas chaque mois parce que moi, il me faut bien traiter chacun de mes leads. Il me faut 11 jours pour traiter un lead lorsque je détecte qu'il y a un certain intérêt de la personne. Donc, il n'y a pas à tout le temps générer des leads, à tout le temps générer de nouveaux rendez-vous dans un calendrier. Bien sûr que oui, si tu vois que voilà, il faut plus de rendez-vous, bah, du coup, tu scales et tu essaies d'avoir plus de rendez-vous. Mais si tu vois que tu n'as pas forcément besoin de plus de rendez-vous, bah, tu n'as pas besoin de le faire. Tu essaies de traiter au mieux chacun de tes leads qui entrent dans ton funnel. Hein. On ne gaspille pas les leads qui entrent dans un funnel. Voilà. Moi, en tout cas, avec mes équipes, on prend 11 jours pour traiter un lead. 4 fois par jour d'appel, 11 jours à traiter le lead. S'il ne répond pas aux séquences d'SMS et d'email, on essaie de le contacter sur WhatsApp, on essaie de l'appeler sur Ringover et j'en passe. Et je vous ai montré les statistiques, ça fonctionne, on a des taux d'ouverture de plus de 60%. Voilà. Donc, ça, c'est pour le lead magnet qu'on utilise sur la page de vente. Hein. Comme propriétaire d'agent. Alors ça, c'est plutôt pour mon site, pour ma chaîne YouTube. C'est un exemple de lead magnet que j'utilise en publicité. Donc, je pense pas qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à dire ici. J'ai les informations de la personne que je récupère. Moi, ça va être le revenu récurrent mensuel, le numéro de téléphone. Voilà, prénom. Et là, je mets ici mon offre. Je fais plein de tests. Je continue de tester. Je mets cette offre. Je change l'offre. Ici, par contre, ce qui est important à dire ici, donc ça, c'est pour moi sur ma chaîne YouTube, quand j'essaie de contacter du coup les agences, les coachs, consultants, prestataires de services. Ça, par contre, c'est pour le photovoltaïque. Ici, quand je contacte les professionnels du photovoltaïque. Ici, par contre, moi, j'ai testé plusieurs funnels. J'ai testé, c'est-à-dire une page de vente où il y a d'abord la vidéo qui est disponible, la personne clique dessus, après elle met le bouton. J'ai testé, la vidéo apparaît, mais pour qu'elle regarde, il faut d'abord qu'elle mette ses informations. C'est-à-dire que dès qu'elle clique, il y a un pop-up qui s'ouvre. Elle met d'abord ses informations, après, elle peut regarder la vidéo. Et j'ai aussi testé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la vidéo, elle remplit d'abord ses informations exactement comme ici. Et du coup, une fois qu'elle a mis ses informations, elle tombe sur la vidéo. Pour l'instant, les meilleurs résultats que j'ai eu, c'était quand la vidéo, bah, du coup, elle apparaît. D'accord, elle est en automatique et la personne qui clique, il y a un pop-up qui s'ouvre, il faut qu'elle derrière, elle doit mettre ses informations. Je fais encore des tests, je teste et puis dans tous les cas, tant qu'on a les informations de la personne, c'est le plus important. Par contre, pour les mecs du photovoltaïque, moi je leur laisse toujours regarder la vidéo. Dès qu'ils regardent la vidéo, bam, ensuite, excusez-moi, c'est bien ce que je disais ici, c'est-à-dire que la vidéo est là. Il clique dessus, il met d'abord les informations et ensuite il peut regarder la vidéo. Pour les mecs du photovoltaïque, à ce niveau-là, pour les mecs du photovoltaïque, j'ai laissé ce funnel-là, mais ici je suis en train de tester plutôt ce funnel actuellement sur YouTube, c'est-à-dire que là, je ne mets pas là, j'ai récemment enlevé la vidéo, je mets plutôt ce pop-up, j'essaie de voir un peu ce que ça donne pour regarder mes statistiques plus tard. D'ailleurs, plus tard, je vous montre les statistiques que j'ai du coup au niveau des VSL, au niveau du taux d'ouverture et j'en passe. Donc, pour le lead magnet en organique, dans mes stratégies organiques, j'ai recours à 2 funnels, la VSL et la newsletter, afin de perfectionner le processus de nurturing. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Donc ça, c'est... Alors, ici c'est plutôt droit au but en ads. En ads, c'est droit au but. Hein. Tu mets directement l'offre, il met ces informations, il le recontacte. Hein. C'est exactement comme le formulaire instantané. Par contre, ici, en organique, moi, je joue plutôt sur l'effet j'ai un lead magnet. Donc, prends ton lead magnet en mettant tes informations. Alors qu'en publicité, tu n'as pas besoin forcément de le faire. Hein. Tu peux le faire, mais tu n'as pas besoin de le faire. En publicité, tu peux très bien dire réserve un appel directement pour qu'on s'entretienne, elle met ses informations et basta. En organique, je suis en train de tester le fait de les encourager. Je suis en train de tester cette stratégie, c'est-à-dire il est le lead magnet, récupère le lead magnet. Récupère le lead magnet et derrière, lorsqu'il récupère le lead magnet, ensuite, elle tombe sur une VSL de la sorte. Donc ici, qu'est-ce que j'ai écrit là ? Comment j'ai réalisé 140 000 € par mois, accéder à tous mes trainings, stratégie inédit, ads, personal branding, création de contenu. Ici, je suis encore en train de tester. Je vais poster ces vidéos, je vais tester, j'aurai les informations, après je ferai une vidéo derrière pour savoir exactement ce qui fonctionne le mieux. Donc du coup, la personne ici, tac, elle va mettre ses informations, après il y a une page qui va s'ouvrir comme ça, il y aura une VSL ici, donc merci, tu as bien reçu un email, l'email, elle reçoit son lead magnet, et après du coup, elle entre dans une séquence de newsletter pour qu'on continue, pour qu'on essaie de développer notre capital sympathie vis-à-vis de la personne, hein, avec toute la création de contenu. Donc du coup, après, c'est exactement pareil comme ce que j'expliquais avec les pages de vente. On a 3 pages de vente, donc là ici, tu as la vidéo, elle réserve un appel stratégique. Ensuite, donc ça c'est si la personne va directement réserver l'appel stratégique une fois avoir pris son lead magnet. Ça se fait naturellement, elle met ses informations, hop, VSL numéro 1, ensuite elle réserve
un appel, on continue d'articuler notre offre ici. Si ça se fait, la personne réserve son appel, elle tombe sur une troisième page ici de vente avec une vidéo qui vous demande de regarder bien nos vidéos, de faire attention, d'être présent au moment de l'appel de vente. On dit étape importante à suivre, merci. On met encore après deux vidéos ici, deux vidéos VSL ici, et voilà. Donc on se souvient des 5 problèmes que nous avons abordés, hein, n'est-ce pas, pour un professionnel, pour une personne qui souhaite faire de l'argent tout simplement sur Internet. Il y a 5 problèmes. Hein. Personne ne nous connaît. Problème numéro 1. Transformer des leads en clients. Problème numéro 2. Ne vivre que des recommandations, hein, qui sont complètement imprédictibles. Problème numéro 3. Ne pas avoir une offre pour tous les segments de notre marché. Hein. Problème numéro 4. Nous savons pertinemment que sur une segmentation de marché égale à 100%, nous avons 80% des gens qui ne dépenseront jamais de leur vie plus de 200 euros 200 euros sur nous, en termes 200 euros sur nous, que ce soit un produit ou service, ils ne dépenseront jamais plus de 200 euros. C'est leur mindset. Ils ne veulent pas évoluer dans leur vie. Ces personnes, il ne faut pas le prendre mal, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas leur dire vous resterez pauvre toute votre vie. Non. Ça, c'est leur problème. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur vendre des produits à moins de 200 euros. On a 17% des gens qui souhaiteraient véritablement changer leur vie, mais qui, malheureusement, sont en train de galérer. Donc, du coup, lorsque nous avons des produits high ticket, peut-être à leur proposer, ils n'ont peut-être pas forcément les moyens là, maintenant, mais on peut quand même leur trouver des solutions parce que ces personnes sont quand même prêtes à dépenser plus de 200 euros. Donc, à toi après de voir, lorsque tu connais bien ton marché, si le produit que tu peux leur proposer coûte 2000, 3000, 4000, 1000 euros et j'en passe. Et la troisième segmentation du marché, car nous faisons des produits high ticket parce que on a bien compris que la France est un pays qui voit disparaître, hein, vu que nous sommes gouvernés par les tarés qui veulent nous envoyer au casse-pipe avec Vladimir Poutine. Hein, et qu'est-ce qui se passe derrière? Et ben, il se passe que l'euro ne vaut plus rien. Alors déjà de 1, que l'euro a détruit l'économie française, hein, tout ce qui se passe depuis 20 ans a détruit l'économie française, hein, c'est pour ça que tout le monde se barre, mais en plus de ça, là on part vraiment à la guerre, donc c'est-à-dire ce qui veut dire que l'euro là il va vraiment disparaître, hein, et la dette française ne fait que gonfler, hein. Comprenez une chose, hein, la France n'est pas viable. La France n'est pas viable lorsqu'elle emprunte. Donc, quand Macron réussit à faire en sorte de vendre de la dette française au marché financier ou bien à des personnes dans le privé, comprenez une chose. Vu que la France n'est pas viable, vu que nous ne faisons absolument plus d'argent, vu que l'industrie française ne représente que maintenant moins de 9% du PIB français, et vu que un gouvernement, en réalité, l'argent qu'il se fait, en fait, vient des impôts des personnes qui travaillent, comprenez une chose. Macron, derrière, il promet à ces personnes d'aller taper dans votre poche. C'est exactement pour ça qu'il a tous les jours de nouvelles lois. C'est-à-dire que là, récemment, l'État français a dit qu'il a été propriétaire des terrains maintenant. On ne sera plus locataire de nos maisons en quelque sorte, et j'en passe. Toute cette configuration fait l'enfer fiscal français aussi, hein, on taxe plus que les Autrichiens, plus que les Norvégiens, plus que New York, plus que Los Angeles et j'en passe. Comment on appelle ça? Tout cet enfer, hein, prouve bien que nous qui voulons richesse... Ah oui, j'ai oublié une chose. La société française est l'une des sociétés les plus fermées du monde. Quand vous regardez sur 100% des riches dans les pays occidentaux, vous avez toujours plus de 80% des gens qui, de base, étaient pas pauvres, qui n'avaient rien. On est d'accord. Parce qu'il y a un mythe qu'il faut déconstruire, c'est le mythe des riches, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire que les milliardaires, 90% des milliardaires viennent de parents millionnaires, d'accord? Mais quand même, les millionnaires, 80% des mecs, c'est des mecs qui partent de rien. Peut-être de classe moyenne, peut-être pauvres, mais voilà. En France, c'est pas le cas. Hein. Vous avez 17%, je crois que c'est 20 à 17% des gens, des nouveaux riches, viennent de classe moyenne ou absolument de rien. 80% des riches en France viennent de très bonnes familles. Et une société qui fonctionne est une société où les gens pauvres ont une chance de devenir un jour riches. La société française est fermée. Donc à cause de tout cela, hein, nous qui voulons la liberté, nous qui voulons la richesse, on sait pertinemment qu'on doit faire du high ticket. Donc, on a donné toutes ces raisons. On a donné toutes ces raisons pour le problème numéro 4. Et le problème numéro 5, c'est l'entrepreneur en lui-même. Pour toutes les personnes qui disent que je blablate, au revoir. Moi, je sais ce que je dis. Hein. Je fais un minimum d'argent. Si tu estimes que je blablate, c'est ton problème. Pour toutes les personnes qui disent que je développe un peu trop, au revoir. Je ne veux pas travailler avec vous. Merci.
Pour toutes les personnes qui ne veulent pas se remettre en question, au revoir. Hein. Vous n'êtes pas numéro 1, vous ne devez pas vous mettre en question. Je ne suis pas numéro 1, je me remets en question chaque seconde. Ça fait 20 heures que je parle. Donc, durant ces 20 heures, j'ai basé ces 20 heures à partir de ce fichier que vous voyez. Ce fichier m'a pris 4 semaines à écrire. Dans ce fichier, j'ai énuméré toutes les choses qui m'ont empêché d'être numéro 1 et toutes les choses que j'ai quand même un peu bien réussi. Et, encore une fois, les personnes n'évoluent pas dans leur vie pour principalement 3 raisons. Stupidité, paresse, arrogance. Et dans les 3 raisons, pour 95% des cas, c'est bien de l'arrogance. On ne veut pas se remettre en question, on pense savoir tout connaître, on blablate. Ok. Si je blablate, au revoir. Donc ça, c'est le 5e problème. Donc, on connaît tous les 5 problèmes des entrepreneurs. Et là, il y a le problème numéro 2 qui compte le plus, c'est transformer des leads froids en clients. Et ce problème-là, dans notre système d'acquisition que nous devons avoir, le système d'acquisition bien effectif, on sait qu'il y a 4 étapes. Génération de leads. On génère de l'attention. Ensuite, cette attention, on utilise des leads magnets pour avoir le numéro de téléphone, le nom et le prénom. Le problème numéro 3, c'est d'éduquer ces leads. On les éduque. On éduque ces leads, on les nurture, on crée du coup notre narratif, notre storytelling, on partage nos valeurs, on développe notre capital sympathie, on fait en sorte que des personnes s'identifient à nous, on fait en sorte que des personnes nous font confiance. On voit le narratif. Steve Jobs. Marketing is about values. Et là, c'est le problème que j'aimerais qu'on aborde, le 3e problème du funnel d'acquisition, c'est-à-dire éduquer les leads. On n'oublie pas le parcours client. Éducation de leads se fait à partir de la transformer des leads froids en clients. C'est le problème numéro 3 du système d'éducation, c'est-à-dire du coup éduquer, nurture les leads, ça se fait à partir de là. C'est surtout à partir de leads froids, c'est-à-dire que eyeballs se transforme en lead se transforme en client. À partir du moment où ça devient lead, il faut l'éduquer. D'accord ? Et ça, je vous ai bien expliqué le parcours du client. C'est-à-dire que pour qu'on soit ici lors de l'appel des ventes, on doit être sûr que toutes les cases vont être cochées. Donc là, je vais vous montrer dans mon système exactement ce que moi, derrière, je fais avec mon système. On retient, parce que cette partie est la plus importante, c'est ce qui va nous permettre de closer nos clients. Parce que lorsqu'on a quelqu'un au bout du fil, pour l'appel de vente, on doit être sûr que cette personne a bien été éduquée. Pour une phase d'éducation effective, nous devons d'abord identifier toutes les objections possibles et construire nos processus en fonction de celles-ci. Je vous ai déjà mis plein d'objections. On rappelle encore une chose. Lorsqu'on veut scaler un business, pas la peine de penser à des techniques farfelues, incroyables et j'en passe. Lorsqu'on veut scaler un business, on revient en base et on identifie là où les choses ne vont pas. Lorsque vous voulez scaler un business et que vous avez du mal à vendre votre service, c'est qu'il y a forcément parmi les cases à cocher dans le parcours du client à étiquette, c'est qu'il y a forcément une case qui n'a pas bien été cochée, qui n'a pas du tout été cochée, ou bien qui a été cochée malencontreusement. Donc, lorsque vous voulez scaler un business, lorsque vous voulez fixer les problèmes de votre business, souvent, il faut juste revenir aux bases, faire revenir en arrière et voir là où ça a foiré. Et ensuite, tester plusieurs choses pour essayer de résoudre le problème. Donc là, je vous ai identifié des objections à avoir. Je vous ai déjà mis les objections que vous devez garder en tête lorsque vous éduquez vos clients. Ça, c'est les objections pour la plupart des personnes qu'on aura en voie, que nous aurions lorsque nous allons construire notre processus d'acquisition. Donc les personnes vont dire, cela va prendre trop de temps. On appelle de vente. Cela n'est pas adapté à mon offre. Cela demande trop de travail. Cela ne vaut pas son prix. Je ne peux pas créer de contenu. Est-ce que cela a marché pour d'autres ? J'ai essayé cette méthode et cela n'a pas marché pour moi. La prospection, la création de contenu, les ads, la newsletter, ça ne marche pas. J'ai payé ton programme mais j'ai la flemme de le faire maintenant. Il est important d'avoir ces questions en tête lorsque vous construisez votre produit. Il est important d'avoir ces questions, c'est-à-dire que je répète, lorsque vous avez un appel de vente avec vos clients, vous devez être sûr que avec un lead, vous devez être sûr qu'il coche toutes ces cases. Vous devez être capable de répondre à toutes ces questions avec votre équipe avant l'appel de vente. Nous sommes des professionnels. On identifie chacune des objections. On essaie de voir si toutes les objections ont été complétées. On regarde toutes ces cases et on essaie de se rassurer que toutes ces cases sont validées. Donc là, j'ai remis ici les principales objections. Vous les gardez et lorsque vous avez un appel de vente,
vous essayez de répondre à ces questions et savoir si, du coup, vous avez une réponse pour toutes ces questions. Si vous n'avez pas de réponse pour toutes ces questions, votre process d'acquisition, il a quelques problèmes. Donc, du coup, je veux bien que lorsqu'on commence un business, le process d'acquisition, il n'est pas parfait. Le mien n'est pas parfait. C'est pour ça que je continue avec le temps de le parfaire. Il sera parfait le jour où je ferai 10 millions d'euros par mois. Mais on les garde en tête et on essaie de faire en sorte que notre process d'acquisition, notre système d'acquisition répond à toutes ces questions. Donc, pour éduquer nos prospects, nous utilisons 4 méthodes principales pour éduquer nos prospects. Et les nurture, le setting, c'est-à-dire qu'on on les contacte pour les qualifier tout simplement. Les mécanismes de vente, donc les case studies, les vidéos de vente marketing, les trainings à forte valeur ajoutée, les automatisations et systèmes dans un CRM et la newsletter. C'est les 4 grands cavaliers que nous devons utiliser pour faire une très bonne prospection, une très bonne phase d'éducation, de nurturing de lead. Je vous ai mis un petit schéma ici, toujours vis-à-vis du parcours client. Ici, on a le lead froid. Là, on a le lead chaud. Et ce lead chaud, ce lead tiède, qu'est-ce qu'on va lui faire ? Qu'est-ce qu'on va lui faire subir, si je puis me permettre ? On va lui faire subir du setting, on va lui faire subir des automatisations CRM, des automatisations en SMS et en email depuis notre CRM. On va constamment lui envoyer des emails en newsletter, pas forcément pour chercher à vendre, pour continuer de le travailler, pour continuer de lui apporter de la valeur ajoutée, pour derrière être sûr que ce lead devienne un lead qualifié, car dans le parcours du client à étiquette, on n'oublie pas, c'est d'abord eyeballs. Les gens ont vu nos vidéos, les gens nous ont vus, eyeballs, ils nous ont vus à travers la publicité, la création de contenu, la prospection et le partenariat, les eyeballs. Ensuite, lead froid, lead tiède, lead chaud, lead qualifié, et ensuite client. Donc, à partir de ces mécanismes d'éducation, on sera capable du coup de bien faire en sorte de transformer un lead tiède en lead qualifié. Le setting va nous permettre d'être sûr que le lead est qualifié. Le CRM, le newsletter va nous permettre aussi d'être sûr qu'on a un lead qualifié, mais aussi un lead qui coche nos cases, un lead qui en sait davantage sur nous, un lead auquel nous serons sûrs du coup qu'il est vraiment intéressé par notre solution et qu'il est capable de l'implémenter. Et d'ailleurs qu'il a du budget et qu'il est décisionnaire. Voilà ici la phase de lead qualifié. Ici, budget décisionnaire. Ici, il est capable d'implémenter notre stratégie et il a un intérêt pour notre solution. Ce qui est bien avec la newsletter, ici, pourquoi j'ai mis directement appel réservé, c'est que là, avec le setting, on doit s'entretenir avec lui par téléphone. Avec le CRM, on envoie des séquences d'SMS et d'emails. Lorsqu'on a un lead qui a du coup opt-in et qu'on essaye du coup de le nurture tous les jours avec des emails, ces personnes, elles peuvent directement réserver un appel d'elles-mêmes sans qu'on ait à l'appeler avant. C'est-à-dire que lorsqu'elles réservent un appel, lorsqu'on aura fait un call to action en newsletter, bien évidemment qu'on va l'appeler ensuite pour bien confirmer l'appel, avant, on n'aura pas forcément besoin de l'appeler. Donc ça veut dire qu'un lead peut être directement qualifié juste grâce à des newsletters. Et je ne sais pas si j'ai mis la capture d'écran que j'ai mis durant tout au long de mes vidéos. Il y a une capture d'écran que je vous ai mis suite à des analyses de Neil Patel, qui est un consultant qui génère plus de 100 millions de dollars à l'année, et il nous a montré que les personnes passent plus de temps sur une newsletter dans leur boîte email que sur les réseaux sociaux. 2h47 ou 2h37 sur une boîte email, 2h27 sur les réseaux sociaux en moyenne dans le monde, d'accord ? Et on n'oublie pas aussi que la newsletter est la chose la plus importante dans notre business, parce que à tout moment, on peut se faire virer de YouTube, d'Instagram, de TikTok, de Twitter, et je ne sais pas. La newsletter, elle est là, elle restera à vie dans notre PC. On aura la liste de nos clients dans notre PC et rien ne nous empêchera de monétiser notre audience. Donc ça, la newsletter, il y a beaucoup de bienfaits. Et donc du coup, à travers tout le travail, je l'ai mis ici, là, hop, VSL, training, case study, webinaire sont partagés entre les 3 méthodes ici. Newsletter, setting, CRM, on s'entretient avec lui. Tout ce travail d'éducation, on a un lead qualifié et ensuite on essaie de le transformer en client. Donc, ton mécanisme de vente, ton setting et ta newsletter servent d'outils essentiels pour faire passer les gens de l'étape de prospect chaud à l'étape de prospect qualifié, puis vers l'appel de vente réservé. Moins de 20% des prospects froids réserveront directement un appel. Et pour les 80 restants, nous devons nous assurer que le maximum de prospects prennent également rendez-vous
Si je relis cette phrase, et pour les 80 restants, nous devons nous assurer que le maximum de prospects prennent également rendez-vous pour un appel. Donc, lorsque les personnes voient nos publicités et mettent leurs informations, 20% réserveront un appel d'elles-mêmes, et tous les mécanismes là qu'on met en place, c'est pour faire en sorte que les 80%, c'est pour faire en sorte en fait que, eh bien, du coup, les 20% passent à, je sais pas moi, 50, 60, 70%, et j'en passe, quoi. Voilà. C'est-à-dire que on a 100% des gens qui voient, qui nous voient, 20% vont réserver un appel, et 80%, on va essayer de faire en sorte, on va essayer de faire en sorte que le maximum réserve un appel. Pour ce faire, nous allons les exposer à nos mécanismes de vente, aux settings, à la newsletter, ainsi qu'à des systèmes et des automatisations via le CRM. Donc, les mécanismes de vente sont les VSL et les trainings à haute valeur ajoutée. Les trainings à haute... Alors, excusez-moi, je recommence. Les mécanismes de vente sont les VSL et les trainings à haute valeur ajoutée. Ces mécanismes sont les plus efficaces en termes de retour sur investissement. Lorsque vous entrez en contact avec votre prospect lors d'un appel, il sait exactement ce que vous proposez, vous permettant ainsi de vous concentrer sur ses difficultés, ses souffrances et la solution que vous apportez. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose à ce niveau-là? Lors d'un appel de vente, la personne doit savoir à tout prix ce que nous proposons, ce que nous faisons. Elle doit avoir connaissance de notre solution ici, comme on me l'a dit. Elle doit avoir connaissance de notre solution et elle doit être sûre sur le fait qu'elle est capable d'implémenter notre stratégie. Ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un au bout du fil qui n'a pas vu nos vidéos. Ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un au bout du fil qui, ne sait pas ce qu'on propose. C'est du gaspillage de temps pour vos équipes, du temps pour vous l'entrepreneur, vos closers, votre commercial et pour la personne qui est en face de nous. Et encore une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'ai précisé, ne soyez pas pressés les amis lors de votre système d'acquisition. Prenez le temps, laissez les personnes regarder le maximum de vidéos que possible. Laissez les personnes regarder le maximum de contenu pour qu'elles soient sûres que vous êtes des personnes qui peuvent les aider, pour qu'elles apprennent à vous apprécier, pour qu'elles apprennent à passer du temps avec vous, pour qu'elles aiment passer du temps avec vous. C'est le plus important. Laissez les personnes... laisser les personnes s'apprivoiser, je ne sais même pas comment dire cela. En tout cas, laissez les personnes apprendre à vous aimer, tout simplement. Ne soyez pas pressés, c'est-à-dire lorsqu'une personne vous voit, pour lui envoyer derrière ensuite le lien pour réserver un appel de vente. Ne soyez pas pressés. Je sais que le but c'est d'avoir un cycle de vente le plus court, mais la phase d'éducation est une phase très importante. C'est une phase qui vous permettra derrière de ne pas gaspiller votre temps. C'est-à-dire, quand je dis éducation, c'est-à-dire le fait que la personne consomme notre newsletter, consomme nos vidéos que nous postons sur notre chaîne YouTube, et j'en passe. Si cette phase d'éducation est une phase qui a été bien optimisée, je vous le garantis, les amis, qu'en appel de vente, vos closers, ce seront de petits vacanciers qui ont gagné 20% sur une vente sans avoir fourni aucun travail. Donc, les trainings à forte valeur ajoutée et les VSL sont les meilleurs mécanismes de vente Sales Asset, pour bien éduquer vos prospects. Vous avez aussi les case studies. Les case studies, vous pouvez créer soit une chaîne YouTube carrément pour les case studies. Il y a des entrepreneurs qui le font. Moi, je n'aime pas du tout ces stratégies. Alors moi, les case studies, j'ai un problème avec les case studies. Les case studies, je sais pertinemment, c'est comme les garanties. Vous avez une offre marketing. Je vous ai déjà dit qu'il est important d'avoir une garantie conditionnelle. Parce qu'avec une garantie, on a plus de clients. Si on n'a pas de garantie, même si on est le meilleur entrepreneur, même si les gens nous font confiance, on laissera toujours de l'argent sur la table parce qu'il y aura toujours des personnes qui demanderont une garantie. N'est-ce pas? Les case studies, c'est pareil. Moi, les case studies, j'ai un gros problème avec les case studies parce que j'estime que le plus l'entrepreneur est en train de capitaliser sur des case studies, et plus, en fait, il a juste envie de te faire passer à la caisse. Et derrière, je ne suis pas très sûr qu'il ait vraiment les compétences nécessaires pour véritablement t'aider, tu vois. Il y a des entrepreneurs qui s'empêchent très rapidement de demander à leurs clients d'avoir des case studies. Ok, ils ont peut-être une méthode qui fonctionne, mais tu sais, dans ce business de formation, ce business de coaching, ce business de programme d'accompagnement, souvent, c'est très subjectif lorsqu'on essaie d'accompagner des personnes. Souvent, lorsque tu as résolu le problème d'un client, c'est pas exactement de la même manière que tu essaieras de résoudre le problème de l'autre personne. Et c'est pour ça que les
meilleurs, souvent, pour la plupart du temps, les case studies ne sont jamais une stratégie qu'ils mettent en avant lorsqu'ils créent leur contenu. Les case studies, souvent, c'est des trucs qu'ils vont juste mettre en avant sur leur chaîne, leur story Instagram ou bien sur des posts vite fait sur Twitter. Parce que pour moi, j'estime que Instagram et Twitter sont des sortes de plateformes secondaires à notre système d'acquisition et que le système primaire est YouTube. Parce que j'ai fait la promotion de YouTube durant 2 heures. Vous le savez, vous êtes toujours là avec moi et j'estime que YouTube est la plateforme sur laquelle vous devez être à tout prix présent. Alors, si vous voulez être un entrepreneur qui est un jour libre, et que derrière, si le travail a bien été fait sur YouTube, ou bien si vous êtes connu grâce à la télévision, naturellement, les personnes vont chercher de la proximité sur vos plateformes secondaires qui sont Instagram, LinkedIn et Twitter. Voilà. Et du coup, les personnes effectives qui utilisent bien les case studies, ces personnes, elles utilisent les case studies de manière secondaire, c'est-à-dire sur des stories Instagram, sur des posts peut-être LinkedIn ou bien en Twitter, mais ils ne sont pas en train de casser la tête aux clients à faire carrément des vidéos sans arrêt sur YouTube ou bien d'ailleurs carrément créer une chaîne YouTube avec des case studies. Je ne comprends pas. Moi, quand je vois ça, je trouve cela, je fais attention parce que je me dis, est-ce que vraiment cette personne à les compétences, parce que peut-être que moi, mon problème, ce n'est pas exactement le même problème que l'autre personne. Parce qu'il faut comprendre une chose aussi, c'est que quand vous voyez des gens qui réussissent, posez-vous la question de savoir si vous avez le même profil que ces personnes. Est-ce que l'entrepreneur qui vous montre du coup une vidéo case study avec une personne sur sa chaîne YouTube, ça veut forcément dire qu'il pourra vous aider, vous, en fonction de votre profil d'entrepreneur, de vous aider. C'est pour ça que j'aime beaucoup Alex Hormozi. Alex Hormozi, alors oui, il a fait fortune en aidant les salles de gym. On sait parfaitement, il y a plein de vidéos de lui avec les propriétaires de salles de gym sur sa chaîne YouTube, Facebook à l'époque, parce que quand il faisait ça, c'était Facebook que les gens utilisaient plus, on sait pertinemment. Mais sur sa chaîne YouTube, Hormozi, il n'a pas de case study. Sur sa chaîne YouTube, il ramène pas des gens... il ramène pas des gens et derrière pour montrer qu'il a aidé des personnes. Alex Hormozi, depuis 2 ans qu'il crée du contenu, il partage de la valeur, il partage de la valeur, il partage de la valeur. Avec cette valeur, tu peux être sûr que peu importe ton profil d'entrepreneur qui toi cherche des solutions et qui du coup devient client de Hormozi, tu peux être sûr qu'il va t'aider. Contrairement à certains entrepreneurs qui, eux, derrière, ils ont ils ont un business, ils ont une méthode, et ensuite, derrière, 90% du contenu qu'ils créent, c'est des case studies. Ok, d'accord. Non, c'est bien. C'est important d'avoir des case studies. Je n'en disconviens pas. Mais souvent, il faut faire attention à ce business du case study. Je le répète, quand vous regardez souvent les parcours des personnes qui ont réussi, posez-vous la question toujours de savoir si vous avez le même profil que cette personne. Est-ce que vous avez, du coup, des caractéristiques qui ont permis à cette personne de réussir? Faites très attention aux case studies. J'ai pas dit qu'il faut pas en avoir, juste faites très attention, d'accord? Moi, j'ai envie de poster le maximum de vidéos possibles sur ma chaîne YouTube pour vous montrer que je peux vous aider, peu importe votre problème. Je passe mon temps à me former sans arrêt pour avoir, du coup, les bons réflexes en fonction de la personne qui est en face de moi. D'accord? Ça fait 9 ans, 10 mois que je travaille avec les mecs du photovoltaïque. J'ai beaucoup appris, je continue d'apprendre. J'essaie de le partager un maximum sur ma chaîne YouTube. Je suis à près de 20 heures de contenu. C'est possible de vous montrer que j'en apprends sans arrêt et que je n'ai pas forcément besoin de case study pour vous montrer que ça fonctionne. Je fais 6 chiffres par mois, donc je pense en savoir un minimum. Les case studies, c'est important. Mes clients dans le photovoltaïque me demandaient des case studies et je l'ai écrit dans mon texte. Les case studies, moi, elles sont en masqué dans ma chaîne YouTube. Je leur montre si nécessaire, lors d'un appel de vente avec mes commerciaux, mes closers. Mais pour ce qui est des case studies, en tout cas, à vous de voir, ça fonctionne toujours. Les case studies, c'est toujours un plus. Il n'y a aucun désavantage. Bien évidemment, avoir des case studies, bien évidemment, mais je dis juste que faites attention aux entrepreneurs qui en font un peu trop avec vos case studies. Mais sinon, il n'y a aucun avantage pour l'entrepreneur, pas pour vous. Pour l'entrepreneur, il n'y a aucun désavantage pour l'entrepreneur d'avoir des case studies. Ça lui permettra toujours d'avoir des ventes. Mais moi, je dis pour vous, si vous êtes client, faites attention lorsque vous voyez un entrepreneur qui en fait un peu trop, mais pour votre business, oui, ayez des case studies, ça vous permettra toujours de faire des ventes. Mais là, du coup, on est entrepreneur, je vous le dis, les case studies, c'est important. Pour avoir des case studies, vous pouvez avoir soit une chaîne YouTube où vous postez carrément des case studies avec des personnes qui savent des entretiens, ou bien les poster en public sur votre vidéo, ou bien vous pouvez les avoir en privé. Et pour l'appel de vente, si vous avez un client qui vous en demande, allez-y, montrez-lui le case study. Moi, je vais encore le répéter. Je vous ai parlé de être une machine d'apprentissage. Je vous ai parlé de ça sur les bases du personal branding. Je vous ai parlé de l'aspect d'être une machine d'apprentissage. On est d'accord. Lorsque vous êtes une machine d'apprentissage, beaucoup d'entrepreneurs sont impressionnés par Alex Hormozi, alors qu'Alex Hormozi est une personne normale qui a échoué comme tout le monde, qui a réussi après près de 8 ans d'entrepreneuriat à avoir échoué parce qu'il a juste appris plus que les autres. Ne soyez jamais impressionné par ce genre de personnes. Si vous êtes une machine d'apprentissage et que vous êtes capable de le montrer sur une chaîne YouTube, je vous garantis que vous ferez toujours plus d'argent qu'une personne qui, sans arrêt, se base sur des case studies pour vous montrer qu'il a une méthode qui fonctionne. Alors que la plupart du temps, une méthode qui fonctionne, c'est une méthode assez subjective
subjective parce qu'elle dépend aussi derrière du profil de l'entrepreneur, du client. Je pars un peu trop loin. En tout cas, les case studies sont de bons mécanismes de vente. Il y a aussi les webinars. Les webinars, je n'ai pas encore réalisé de webinars, bien que peut-être que mon live de 8 heures sur ma chaîne YouTube en est un. Les webinars, les webinars, c'est des choses en ligne, c'est des choses en live de plusieurs heures, de plusieurs minutes, où vous êtes en train de débiter, comme je suis en train de faire, avec un fichier à côté, qui vous sert de fil conducteur. Un webinar, c'est une très bonne technique de mécanisme de vente. En tout cas, vous avez les webinars, les case studies, les VSL et les trainings à très forte valeur ajoutée que vous devez mettre en place dans votre funnel d'acquisition lorsque vous souhaitez éduquer un maximum vos leads. À la fin de la phase d'éducation du prospect, votre prospect doit se retrouver dans ce mindset. Donc avant l'appel de vente, je répète, avant l'appel de vente, voici le mindset que doit avoir votre client. C'est-à-dire qu'il a vu votre contenu, vous continuez de créer du contenu. Ici, vous avez beaucoup de valeur ajoutée. Je vous ai déjà parlé ici de cet entrepreneur que je connais qui est un Canadien, qui lui, il a fait un travail colossal sur sa chaîne YouTube de telle sorte que lors de l'appel de vente, les personnes, elles disent juste envoie-moi le bouton, je vais acheter. Moi, c'est exactement la situation dans laquelle je me trouvais. Et je me retrouve déjà dans cette situation. Il y a déjà des personnes qui m'envoient des messages comme ça. Salut, j'espère que tu vas bien, quels sont tes moyens de paiement? C'est le but. C'est le but. Vous devez apporter tellement de valeur ajoutée que des personnes vous demandent directement votre lien de paiement. C'est le but. C'est dans ça que vous devez vous retrouver ici. Donc là, c'est le mindset que doit avoir une personne avant votre appel de vente. Elle a vu votre contenu. Vous êtes chirurgical dans la création de votre contenu, dans la valeur perçue de votre personal branding, dans la valeur aussi ajoutée de votre personal branding. Elle a vu vos publicités. Vous avez un très bon système de setting, très bonne séquence d'SMS et d'email, des case studies, des lead magnets, vous écrivez des newsletters. Vous devez avoir un client qui est dans ce mindset-là. Si vous faites bien le travail, vous n'avez pas besoin de la meilleure équipe de vente de tous les temps. Je le répète encore, on vit en France ici, et en France, malheureusement, on appelle la compétitivité des Américains. Les Américains, ils ont cette chance de facilement avoir des équipes de vente très chirurgicales. En France, c'est compliqué. Lorsque vous allez dépasser les 20-30 000 euros par mois, peut-être que vous pouvez débaucher les meilleurs setters et closers chez d'autres entrepreneurs. Lorsque vous débutez, ça va être très compliqué. Donc, je vous le garantis, les meilleurs setters, il y en a très peu. Les meilleurs closers, il y en a très peu. Les bons closers, il y en a très peu. Les meilleurs closers closent avec les meilleurs entrepreneurs. Bon, pas forcément les meilleurs, mais ceux qui ont de la demande, qui ont le plus d'attention, je vous le garantis, ça va chier lorsque vous allez débuter. Donc, pour être le plus antifragile possible, vous devrez être le meilleur ici dans la création de contenu, faire le travail nécessaire dans la création de contenu, faire le travail nécessaire sur le premier problème qui est un entrepreneur, c'est-à-dire la visibilité. Je vous ai déjà parlé de la visibilité sur la masterclass que j'ai fait de 2 heures en train de vous expliquer que la plateforme la plus importante sur laquelle vous devez vous concentrer sur YouTube et que lorsque vous créez du contenu, la quantité est plus importante que la qualité. Vous devez avoir une belle personal brand, vous devez vous former, vous devez être une machine d'apprentissage, tout le temps apprendre pour avoir le plus de valeur ajoutée à partager pour les viewers qui vous regardent, les personnes, pour qu'elles soient sûres que vous pouvez les aider, qu'elles soient sûres que vous êtes la personne qui comprend le mieux leurs besoins, pour être sûr que, pour du coup faire en sorte qu'elles vous apprécient le plus, et en plus de ça, pour que vous ayez toujours de quoi partager sur votre chaîne YouTube, de quoi montrer aux personnes que c'est possible, de quoi montrer aux personnes qu'elles peuvent le faire, qu'elles peuvent mettre en place ce système pour essayer de résoudre des problèmes de leur business. Vous devez faire tout ce travail dans votre chaîne YouTube et ensuite essayer d'avoir le plus de visibilité. Si vous êtes capable de le faire, je vous le garantis que vous n'aurez pas besoin de la meilleure équipe de vente, vous aurez de moins en moins besoin d'humains dans votre business. Soyez tellement bon dans l'explication de votre solution, soyez tellement bon dans les triggers émotionnels, l'importance de la liberté géographique, financière, temporelle, c'est-à-dire soyez tellement bon dans votre storytelling, dans le message que vous essayez de partager vis-à-vis de personnes pour qu'elles s'identifient à vous. N'oubliez pas ce que Steve Jobs a dit, le marketing, c'est le marketing, ce qui représente le marketing, c'est les valeurs. C'est-à-dire que au lieu de faire le marketing sur les caractéristiques de votre produit, vous devez faire le marketing sur comment est-ce que les gens faire le marketing sur le sentiment d'appartenance de personnes vis-à-vis de votre business, vis-à-vis de votre produit, vis-à-vis de votre image de marque, ou bien de votre image personnelle. Faites un travail colossal, on l'appelle de vente de telle sorte que vos closers n'ont plus grand-chose à faire et que vous receviez pratiquement des DM de personnes qui vous demandent directement le lien Stripe. On a parlé des mécanismes de vente, VSL, training à forte valeur ajoutée, case study, et ensuite les webinars. Parlons maintenant des systèmes, du setting et des automatisations CRM. On n'oublie pas, on a dit qu'il y a 4 choses pour une bonne éducation. Il y a la newsletter, il y a le CRM, c'est-à-dire avec ses automatisations, il y a les mécanismes de vente. Et le dernier, c'est quoi? J'ai oublié là. C'est quoi le dernier? Hop.
Le dernier, voilà, c'est ça. Setting, mécanisme de vente, CRM et newsletter. Voilà. Donc là, maintenant, on aborde le setting, les automatisations, système et CRM. Donc, un setter est un professionnel qui planifie des appels de vente entre un closer et les clients potentiels, garantissant que des réunions importantes sont programmées pour le closer. Gros disclaimer. Les personnes aujourd'hui vous parlent de setting comme si c'était le nouveau business, c'était la nouvelle fonction, les nouvelles personnes que vous avez besoin dans votre entreprise. Le setting, ça existe depuis la nuit des temps. Le setting, ça existe depuis la révolution industrielle. Hein, mais sur Internet, comme on aime bien rebrander les mots, on vous parle de setting alors que ça existe depuis la nuit des temps. Hein. On va dire le setting à des professionnels du photovoltaïque qui vont dire de quoi tu me parles mon petit, un téléprospecteur, un agent, oui on connaît, tu vas pas m'apprendre les choses. Hein, voilà. Là, tout le monde est en train de parler de setting comme si c'était la nouvelle chose. Hein. Faites attention à cela. Le setting, ça a toujours existé, bien évidemment. Des moments où vous prenez l'appel pour essayer de qualifier quelqu'un, vous faites du setting, vous faites le travail d'agent, vous faites du travail de centre d'appel, tout simplement. Vous avez besoin d'un setter car un pourcentage important de vos prospects froids et chauds ne s'inscriront tout simplement jamais de même à votre offre. On se souvient de ce qu'on a dit. Sur 1000 eyeballs, on aura à peu près 200 personnes qui d'elles-mêmes réserveront en appel. Il en restera 800 et on devra faire en sorte que ces 800 réservent aussi un appel. Et cela va se faire à travers le setting, notre création de vidéos, notre création de contenu, et j'en passe. Donc, newsletter, CRM, hein, parce que voilà, si vous n'avez pas de setter qui contacte les gens et que vous comptez simplement sur les gens afin qu'ils s'inscrivent naturellement à votre mécanisme de vente, vous passerez simplement à côté d'un grand pourcentage d'appels. Voilà, il faut beaucoup de culot et être avenant en acquisition client. Donc, le process de setting, hein, le process de setting, il doit respecter tous ces points-là. C'est-à-dire, un bon setting, c'est respecter tous ces points-là. En gros, un bon setting, c'est être un bon psychologue. Le setting est la première phase. C'est pas forcément la première phase, mais c'est une phase qui va nous permettre de bien humaniser notre système d'acquisition, d'accord? Avec le setting, on humanise bien notre système d'acquisition pour que l'appel de vente se passe très bien. Parce qu'un appel de vente qui fonctionne de nos jours, c'est un appel de vente qui nage dans l'émotionnel avec notre client. Donc, un setting doit nous permettre de créer une vraie proximité avec le prospect. Il doit nous permettre, nous devons montrer un vrai intérêt au problème. Nous devons montrer un vrai intérêt pour notre prospect. On doit prendre conscience de la situation du prospect, de ses douleurs et peines. Donc, on joue le rôle de psychologue, c'est-à-dire que les questions qu'on va lui poser, c'est pour véritablement essayer d'en savoir un peu plus sur sa situation, pour d'ailleurs soit lui proposer un lead magnet, soit lui proposer un appel, soit lui proposer une vidéo YouTube. On se souvient de mon funnel en publicité, les publicités que je générais, mes stratégies en publicité. On avait parlé des DM Instagram et que lorsque notre setter devait contacter la personne, il devait soit les renvoyer sur notre chaîne YouTube, soit faire en sorte qu'ils réservent un appel, soit les envoyer sur une vidéo de VSL de vente. C'est à ça que le setting, c'est à ça que va nous servir le setting. C'est-à-dire que, voilà, on sait exactement quels sont les problèmes de la personne. On n'est pas là pour essayer de lui vendre quoi que ce soit. On est vraiment là pour essayer de l'aider, de lui apporter d'éventuelles solutions pour lui montrer que, voilà, on peut peut-être l'aider sans forcément le vendre, sans forcément essayer de lui vendre quelque chose. Et je l'ai dit, je le répète, ne soyons pas pressés à ce niveau-là. Hein. Une bonne phase d'éducation où on prend notre temps est une phase d'éducation qui est bien effective. Donc si à ce niveau-là, on estime qu'il faut plutôt lui envoyer une vidéo YouTube pour qu'il prenne connaissance de notre univers, hein, afin qu'il s'identifie à notre univers, afin qu'il commence à nous apprécier, on le fait. Pas obligé directement de lui envoyer le lien pour qu'il réserve un appel. Parler avec lui pour renforcer le lien émotionnel, parce que bien évidemment que les meilleures ventes se font sous le coup de l'émotion. Reformuler ses douleurs et besoins, proposer un appel de consultation si nécessaire. Voilà, donc il faut qu'un bon setting respecte ces points-là. Là, j'écris moins de 20% des prospects réserveront directement un appel. C'est exactement pour ça que nous allons faire du setting. Honnêtement, c'est pas 20%, c'est plus 25%. Hein. Donc, on se souvient de ce qu'on a dit. On a 1000 eyeballs. Dans les 1000 eyeballs, il y aura 20%, c'est-à-dire à peu près 200 personnes qui réserveront un appel d'elles-mêmes. Le setting va nous permettre de faire en sorte que sur les 800 personnes restantes, on a au moins 500 personnes qui peuvent éventuellement soit réserver un appel ou bien on récupère leur adresse email et j'en passe pour davantage les travailler sur la longue ou bien leur envoyer une chaîne YouTube pour capter au final leurs informations. En tout cas, le setting, les humains, quand je dis les humains, c'est-à-dire nos setters, vont nous permettre
de récupérer le plus d'informations possibles sur les 1000 personnes qui auront vu notre contenu. Et là, j'ai écrit, pour les 80 restants ou 75% restants, nous devons nous assurer que la majorité d'entre eux réservent également un appel. L'objectif sera donc de les faire passer du statut de prospect chaud à celui de prospect qualifié, plus de les encourager à réserver un appel. Et là, on peut revenir maintenant du coup sur ces statistiques où je vous ai ces points importants que je vous ai donnés dans votre système d'acquisition, c'est ce que vous devez regarder pour savoir si vous avez une bonne phase d'éducation du prospect. Si vous avez une bonne phase d'éducation du prospect, vos statistiques sont forcément au-dessus de tous ces points que je vous ai cités. On a dit un bon système d'acquisition. Un système d'acquisition, on doit se concentrer sur le nombre de personnes qui effectuent un opt-in, le nombre de personnes qui regardent la VSL, le nombre de personnes qui réservent un appel, le nombre de personnes qui répondent à votre phase de nurturing, le show rate et le taux de closing. Donc ici, on doit avoir plus de 25%. Là, on doit avoir plus de 25%. Là, on doit avoir 25%. Là, on doit avoir plus de 25%. Là, on doit avoir plus de 70%. Et là, on doit avoir plus de 30%. Je vous ai mis un schéma pour vous expliquer cela. C'est-à-dire que là, quand on fait notre setting, quand on génère notre lead, on aura 25% des gens qui vont du coup réserver un appel d'eux-mêmes. Ensuite, regarder du coup notre VSL grâce à nos mécanismes de vente, grâce à notre CRM, grâce aux automatisations SMS, email, WhatsApp, notre CRM, grâce à nos mécanismes de vente, c'est-à-dire VSL, training à fort valeur ajoutée, webinar, case study et j'en passe, grâce à notre setting, grâce à notre newsletter, on peut récupérer 50% des gens afin qu'ils réservent un appel et qu'on essaie de s'entretenir avec elles lors d'un appel de vente. Et malheureusement, on aura 25% des personnes pour qui cela restera négatif. Donc, on n'oublie pas qu'une bonne phase d'éducation de prospect, on doit respecter tous ces points-là. Je vais vous montrer tout de suite maintenant les statistiques de mon système d'acquisition et voir que je m'y connais un minimum parce que moi, tout se passe bien. Et là, j'ai remis ce schéma pour vous rappeler que votre système d'éducation, il fonctionne parfaitement bien à travers les 4 leviers possibles. Le média, c'est-à-dire nos vidéos comme les mécanismes de vente, les humains, c'est-à-dire nos setters, le capital, c'est l'argent. On sait bien que quand on a de l'argent, on peut avoir un business qui fonctionne parfaitement. Et le code, c'est-à-dire l'automatisation, l'IA et j'en passe. Que ce soit pour générer de l'attention, on l'a déjà dit que notre mindset, lorsqu'on génère de l'attention, c'est qu'il y a 3 paliers. Le premier palier, c'est les moyens pour générer de l'attention, publicité, création de contenu, partenariat et prospection. Le deuxième palier, c'est du coup les leviers qu'on va utiliser, donc les 4 leviers-là. Et le troisième palier, c'est l'attention, on la remplit dans des fenêtres, c'est soit la VSL, soit les groupes, soit un produit low ticket et soit une newsletter. On n'oublie pas, et ces leviers-là sont aussi les leviers qui vont nous permettre de bien transformer cette attention en data, de bien éduquer nos prospects et de bien transformer un lead qualifié en client. On n'oublie pas, on optimise ces métriques grâce aux leviers abordés plus tôt. Donc, le retargeting, la création de contenu, le setting, les automatisations SMS, DM et email. Voilà. Retargeting, média, création de contenu, média, excusez-moi pour le C qui manque, setting, humain, automatisation, SMS, DM et email ici. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer nos statistiques pour vous montrer de quoi je parle. Par exemple, ici, on se souvient de ce qu'on a dit. VSL, 25%. On se souvient. Les personnes qui obtiennent 25%. On a dit quoi? Appel réservé 25%, on se souvient, je répète. Nombre de personnes qui répondent à notre phase de nurturing 25%, je répète. Show rate 70%, taux de closing 30%. Ici, ça c'est Christophe, c'est mon associé. Par exemple, là, on a une VSL à 18%. Donc ça veut dire qu'ici, on peut améliorer la chose. Play rate 18%. Ici, on doit essayer de mieux faire. N'est-ce pas? 400 personnes l'ont vu. Là, il faut qu'on essaie de mieux faire. Ici, voici nos opt-in. Alors, j'ai peut-être fait une erreur en ajoutant cette image, j'aurais dû l'ajouter après, mais voici nos opt-in. Le nombre de personnes qui opt-in, on est à 27%. Donc, j'ai fait une capture d'écran, à dire que là, Oibol 200, 500 leads, 27% quand tu fais le calcul. Donc, on est bon ici. Nombre de personnes qui opt-in sur YouTube. Là, on a 14% sur ma chaîne. Donc ici, il faut améliorer. Donc nous, ici, moi, il faut que j'améliore. Ensuite, le nombre de personnes qui regardent la VSL. Plus de 25%. Donc là, c'est là maintenant où je devais mettre le schéma. Excusez-moi, j'ai fait cette erreur. Là, on a 18% pour Christophe. Donc là, on doit aussi améliorer. 18%. 400 personnes qui ont regardé. On doit améliorer. Moi, ici, je suis à 93%.
sur ma chaîne YouTube. Donc là, moi, je suis bien. Ici, 100 personnes qui ont vu ma VSL. L'air est de 93%. Donc moi, ici, je suis bien. Là, je suis à 25%. Alors ici, c'est pour ma chaîne, c'est à travers ma chaîne YouTube. Ici, c'est à travers mon funnel pour les mecs du photovoltaïque. Là, je suis à 25%, donc on est bien. Voilà. On peut toujours mieux faire. 100%, ça c'est pour la troisième VSL. Cette VSL, elle doit être au moins à 70%. Il faut que les personnes regardent ces vidéos. Normalement, elles regardent ces vidéos parce que lorsqu'elles réservent un appel, elles tombent sur cette VSL. Donc cette VSL, elle a 100%. C'est la VSL où on leur dit justement, vous devez être présent lors de l'appel, vous devez regarder le maximum de vidéos que possible, et j'en passe. Donc là, 100%. Ça, 100%, elle a été jouée 27 fois. Moi, 77%. Ici, 23 fois. Ah. On est sur Wistia. C'est des captures d'écran de Wistia. On a aussi YouTube, on a aussi Vimeo. On fait des tests, excusez-moi. Le nombre de personnes qui réservent un call, 37%. La question doit être à plus de 25%, nous on a 37%. Donc on fait toujours plein de tests. On a 80 fenêtres, je vous avais déjà montré cette photo. On a près de 80 fenêtres où on fait des tests. Mais là, j'ai mis des screens. Par exemple, pour Christophe, ici, il est à 35%. Il a 179 rendez-vous qui ont été bookés en publicité. Moi, je suis à combien? Là, c'est Thierry. Moi, j'en ai 193, 37%. Ça, c'est sur un des fenêtres qu'on utilise, parce qu'on en a plein, je répète. Ensuite, le nombre de personnes qui répondent à votre phase de nurturing, plus de 25%. Donc, on n'oublie pas, pour les automatisations, nous, on utilise Zapier lorsqu'on fait de la génération de leads en publicité. N'oublie pas ce qu'on a dit. Pour nos automatisations, on fait là, la personne remplit un formulaire. Dès qu'on a les informations, on l'envoie dans le CRM. Il y a 2 séquences qui vont être enclenchées au niveau du CRM pour être envoyées à la personne. Après, les informations qu'on a récupérées depuis Facebook, on les met dans des sales trackers pour avoir notre data qu'on analyse en interne. Ensuite, une notification est envoyée dans l'équipe en interne pour qu'on puisse d'ailleurs du coup attendre 5 minutes avant d'appeler la personne. Et ensuite, on a l'information qui va être remplie dans un tracker pour le setting, afin qu'on puisse bien travailler en setting. Ça, on n'oublie pas. Donc, pour la génération de leads qualifiés, alors ça, c'est pour Facebook. Hein, ça, c'est le funnel qu'on utilise pour Zapier, pour la génération de leads sur Facebook. Maintenant, pour les rendez-vous qualifiés, on a une autre automatisation, c'est-à-dire que lorsque là, c'est la personne ici a juste mis ses informations dans un formulaire instantané. Là, la personne, par contre, elle réserve un appel. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un webhook sur le CRM pour nous alerter qu'il y a un appel qui a été réservé. Donc le sales tracker, là, il va être encore rempli avec les informations supplémentaires. Là, c'est toujours des sales trackers. Là, c'est lookup, c'est-à-dire qu'il va chercher la case où il y avait les informations de la personne. Hein. On va mettre la bonne date et l'heure, hein, et j'en passe. Il cherche les informations dans un autre tracker. Il va remplir il va compléter les informations dans un tracker. On lui envoie maintenant l'automatisation depuis le CRM de l'automatisation qu'on envoie lorsqu'il réserve un appel. On reçoit une notification dans Discord. Et là, ici, c'est les sheets du tracker de setting, hein, pour qu'on puisse bien opérer en setting et faire bien le travail en setting. Donc là, comme je le disais, ça, c'est le tracker, c'est notre premier tracker où on a toute notre data. Donc là, on a les questions auxquelles ils ont répondu. Ça, c'est les questions du coup de Facebook. Hein. Facebook, vous voyez là, il y a écrit Facebook ici. Les questions de Facebook. Hein. Donc ça, si vous voyez ici, c'est là que les informations de Facebook arrivent. Là, ici, ce que vous voyez, le sheet ici, c'est lorsque la personne réserve un appel, les informations elles vont être mises, ici. Et là, c'est le tracker du coup de setting, hein, où on a les informations de la personne ici, hein, pour que nous d'ailleurs on puisse opérer. Je vous avais déjà du coup montré le tracker, je vous le remontre, il n'y a aucun problème ici. Donc là, à ce niveau-là, sales call, on a toutes ces cases qui vont être remplies pour qu'on ait leurs informations. En lead, ici, on a ces cases qui vont être remplies suite au fait qu'elles mettent leurs informations dans le formulaire Facebook, ici. Et là, après, on a le setting, on a le tracker de setting, ici. Je vous l'ai déjà expliqué plus tôt en vidéo, mais on peut le refaire. On a ici 1, 2, 3, 4, 5,
6 sheets. D'accord? Là, c'est quand on a un nouveau lead. Là, c'est quand on doit le recontacter parce que dans les 5 minutes qui suivent, il n'a pas réservé un appel. Et quand on a essayé de l'appeler, on ne l'a pas décroché. Donc, du coup, on le met dans cette opportunité afin que durant 11 jours, on essaie de le recontacter. Là, le troisième, lorsqu'il réserve un appel ici, on a ces informations-là. Là, ici, c'est qu'on doit faire l'appel de confirmation dans les 5 minutes qui suivent parce qu'il a réservé un appel. Et nous, on doit bien confirmer que ce n'est pas un vacataire. Là, on se souvient, c'est les rappels d'appel que l'on doit effectuer avec le lead avant du coup son appel avec le closer. On en fait 3, c'est-à-dire on en fait 5 minutes avant. Alors, en équipe, nous, on n'arrête pas de faire des tests. Mais pour l'instant, ce qui fonctionne bien, nous, c'est 5 minutes avant, 15 minutes avant, 30 minutes avant. Il faudrait que je confirme si c'est 30 minutes ou 2 heures avant. On n'arrête pas de tester. Et là, la dernière case, c'est pour les personnes qui n'étaient pas présentes au moment de l'appel de vente. Donc, si on se souvient, je vous remonte ici, j'ai mis le nom, le numéro de téléphone, le pipeline dans lequel se situe la personne, le type d'appel, stratégique découverte, l'opportunité dans laquelle elle se retrouve. Donc, si on se souvient, il y a un nouveau lead, à trier, archivé, pas qualifié, qualifié intéressé, rappelé mais pas intéressé, appel réservé, appel confirmé, rappel d'appel effectué, appel annulé, appel pas qualifié, pas présent lors de l'appel, appel reprogrammé, en phase de réflexion, veut travailler avec nous pour plus tard, deal closé, deal perdu, a déposé l'argent sur le compte bancaire ou sur le Stripe. Donc là, ici, on sait exactement dans quelle phase il est. Là, on a le nom du setter qui va s'occuper de refaire le rappel d'appel. Là, si le rappel a été fait, si on a appelé que la personne est décrochée ou pas, on coche la case. On a l'email de la personne. Si deuxième appel nécessaire dans les 20 minutes plus tard, on coche la case si ça a été fait. On a la date. Et là, ici, on a jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 à compléter par le setter. Ici, deuxième case, là, excusez-moi. Deuxième case, ici, nom, numéro de téléphone, le pipeline, le type d'appel, l'opportunité dans laquelle il se retrouve, le setter qui s'en occupe. Jour 1, avec la date, 4 appels à effectuer. Jour 2, 4 appels à effectuer. Jour 3, 4 appels à effectuer. Jour 4, 4 appels à effectuer. Jour 5, 4 appels à effectuer. Jusqu'au jour 11. Pour appel réservé, ici, on va juste avoir comme information, ici, le représentant assigné, c'est-à-dire le closer. Là, je vous dis, ça, c'est mon tracker, il est effectif. J'ai juste mis closer à la place des noms des closers et j'ai enlevé ici le nom, les prénoms, mais les dates, par exemple, là, elles sont réelles, les dates. Les dates sont réelles ici, par exemple. Là aussi, j'ai juste enlevé le nom des gens, mais là, les dates, si on peut les retrouver. Non, c'est juste ici que j'ai les dates et je pense que j'ai les dates ici en premier. Non, j'ai que les dates pour les appels réservés. Ici, du coup, jusqu'en mai, là, parce que là, on est en juin, je tourne la vidéo. J'ai copié ce sheet en fin mai. Parce que c'est un template, mais voilà. Du coup, là, on a le closer. Et ici, par contre, ce qui va nous intéresser, c'est les deux trucs. C'est-à-dire qu'on a le nom du closer qui va être remis automatiquement parce que on a le CRM qui va choisir le nom du closer pour le mettre après ensuite ici automatiquement. Ce sheet, ce tracker setting est connecté à notre CRM pour bien l'automatiser. Et là, par contre, on demande à nos closers de remplir cette case s'il a été présent au moment de l'appel, s'il a reprogrammé un R2, s'il n'était pas présent au moment de l'appel, pour qu'on puisse calculer notre show rate. Confirmation d'appel, ça va être exactement pareil. On est toujours sur ici. Alors, ça c'est confirmation d'appel. Ok, confirmation d'appel. Alors, il y a une petite erreur ici que j'ai fait. C'est plutôt reminder call. Donc, j'ai dû faire un doublon. Mais confirmation d'appel, c'est exactement comme par exemple follow-up. C'est-à-dire qu'il y a jour 1, jour 2, jour 3. On s'arrête à jour 4. Mais c'est pas fermé, c'est-à-dire que parce qu'il y a des personnes souvent qui peuvent réserver le lundi et qui réservent un appel le lundi pour un rendez-vous le mardi, ou personnes qui réservent un appel le lundi pour du coup s'entretenir avec nous le jeudi. Donc le setter ne va pas forcément remplir toutes les cases, mais on a mis jusqu'au jour 11 pour que voilà, du coup après on a mis jusqu'au jour 11, comme ça on a toutes les cases, mais après c'est au setter de remplir les cases. Mais c'est pour la confirmation call, c'est exactement comme follow-up triage, c'est-à-dire qu'on va mettre ici jour 1 jusqu'au jour 11 avec les cases appel 1, appel 2, appel 3, appel 4 dans la journée. Et on rappelle encore que pour les confirmation calls, nous on fait 4 appels à la journée le jour où la personne réserve un appel, et pour les jours qui suivent jusqu'au jour du rendez-vous, c'est un appel par jour, et si on n'a pas une personne qui a décroché, on annule l'appel. Reminder call, là par contre,
Ici, ce qui va être important, c'est ici le setter assigné pour s'occuper de faire le rappel d'appel. Et ensuite, s'il y a un appel qui a été fait 2 heures, il coche, il met son nom. S'il y a un appel qui a été fait 1 heure avant, il coche, il met son nom. S'il y a un appel qui a été fait 30 minutes avant, il coche, il met son nom, 15 minutes, 5 minutes, et j'en passe. Le tracker, je vous le passe. Vous avez juste à télécharger le lien. Et nos choses, c'est exactement pareil. Jour 1, jour 2, jusqu'à jour 11. Voilà. Le CRM, c'est ce que j'utilise pour les automatisations. Ça, j'en ai déjà parlé. Ça, j'ai déjà dit ici, je l'ai expliqué, je le redis, il n'y a aucun problème. On a plein de calendriers et on utilise principalement le calendrier appel stratégique pour lorsqu'on fait de la publicité. On utilise le calendrier appel découverte lorsque je crée du contenu sur YouTube ou pour le Funnel en organique. Le calendrier en appel découverte. Pourquoi? Parce que c'est dans l'appel découverte qu'on va pouvoir qualifier la personne et savoir si la personne, du coup, peut travailler avec nous. Si on a besoin de davantage qualifier la personne, on rebook un appel découverte, on reprogramme un appel découverte. Une fois qu'on sait que la personne est qualifiée, à ce moment-là, on change de calendrier, on book un appel stratégique avec un closer. Voilà, aussi simple que ça. Il y a un calendrier appel de tri. Si nos setters ont besoin de programmer un appel, s'ils se sont mis d'accord avec un lead qui aura du coup juste mis cette information, mais qui n'aura pas réservé un appel de lui-même, si on a un closer, un setter qui essaie d'appeler cette personne et que la personne dit rappelez-moi plus tard, eh bien du coup j'ai mis un calendrier à leur disposition, appel de tri, où la personne peut mettre du coup l'heure du rendez-vous et j'en passe pour que le lead reçoive une notification, le setter reçoit sa notification et que personne n'oublie l'heure d'appel. On a aussi des calendriers appel coaching, appel d'assistance. Ça, c'est pour nos clients. Et on se souvient de ce que j'avais dit ici, pour avoir de bonnes automatisations, un bon CRM effectif, nous, on a ces opportunités où on a le lead qui avance petit à petit. Donc ça, je répète, ça c'est le nouveau lead, ça c'est lorsqu'il faut le rappeler dans les 5 minutes qui suivent et le rappeler durant 11 jours jusqu'à ce qu'on puisse le qualifier. Là, c'est archivé, là, c'est pas qualifié, là, c'est qualifié et intéressé, mais qui n'a pas forcément réservé un appel. C'est-à-dire que là, on l'a appelé, il a été qualifié et intéressé. Maintenant, il faut qu'il réserve un appel. Il a été appelé, mais il n'est pas intéressé. C'est-à-dire qu'il a été appelé les 5 minutes qui suivent, mais n'a pas été intéressé. Là, il réserve un appel. L'appel a été confirmé. Le rappel d'appel a été effectué. L'appel a été annulé. L'appel n'est pas qualifié. Il n'est pas présent lors de l'appel. L'appel a été reprogrammé. En cours de réflexion. On travaille ensemble plus tard. Appel closé. Appel échoué. Il a déposé l'argent sur le compte. Le setter a estimé que c'était un troll. Et ça, c'est les vieux leads. Ça, c'est ce qu'on utilise pour avancer, pour faire avancer le lead dans notre funnel. C'est des opportunités qui sont dans notre CRM. Ici, donc ça, c'est une capture de mon CRM. Vous allez voir ici, il y a un nouveau lead, il y a follow-up, il y a lead archivé, il n'y a pas qualifié, et j'en passe. Et là, vous n'avez plus lead. Je sais pas, on a peut-être 1000, 2000 leads ici là, à traiter. On les traite tous les jours. C'est beaucoup de travail. Mais voilà, donc on n'oublie pas le parcours du client où toutes les cases doivent être cochées. Tout ce que je vous ai montré ici, c'est pour avoir un parcours du client bien effectif et vous cochez case par case ici et vous n'oubliez pas les questions auxquelles la personne doit effectivement bien répondre, nos questions ici. Notre système d'acquisition doit être capable de répondre à chacune des questions, à chacune des objections que peut avoir un prospect. Ces questions ici. Et en plus de ça, notre système d'acquisition doit avoir une sorte de checkpoint, d'avoir des mécanismes afin qu'on soit capable de valider chaque état dans lequel se retrouve un lead. N'est-ce pas? Je reviens. Là, au niveau de nos automatisations en CRM, je le répète ici, j'ai plusieurs automatisations. Donc, j'ai une automatisation pour les appels découvertes à travers la publicité. Ici, par exemple, ça, c'est les automatisations que j'utilise pour la publicité. Là, c'est les automatisations que je vais utiliser ici pour mon lead, mon funnel en organique. Je vous montre ici les automatisations automatiquement. Là, c'est les automatisations qu'on utilise lorsqu'une personne a réservé un appel. Alors qu'ici, c'est lorsque la personne a juste mis ici ces informations. Donc, je vais vous expliquer chacune des automatisations. Là, la personne, elle a juste opt-in, appel découverte ici, des appels. Elle a juste opt-in, elle reçoit 3 automatisations. Là, elle réserve un appel, elle reçoit une automatisation. Là, elle opt-in à travers la publicité, elle reçoit 3 automatisations. Lorsqu'elle réserve un appel, elle reçoit 2 automatisations, ça va dépendre. Si la personne a réservé un appel après un appel découverte, elle reçoit une automatisation. Si elle a réservé un appel après avoir vu une publicité, elle reçoit une automatisation.
Donc ici, je vous montre chacune des automatisations à nouveau, même si je l'ai déjà fait. Je le fais volontiers, bien évidemment. Alors, première automatisation, là, c'est l'automatisation pour la publicité. Lorsque la personne, du coup, a rempli le formulaire instantané sur Facebook. On se rappelle que c'est... Alors, c'est pas 3 automatisations, c'est 2 automatisations qui ont été mises en place lorsque la personne remplit, du coup, un formulaire instantané. Elles sont là. Il y en a 289 ici, 287 ici. C'est ces 2 automatisations qui sont envoyées au prospect lorsque la personne réserve un appel. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce qui se passe ici? Le formulaire a été rempli. Ensuite, il y a une opportunité qui se crée. Ça va être un nouveau lead. On attend 3 minutes. 3 minutes parce que normalement, dans les 5 minutes qu'on l'appelle. Normalement, on l'appelle dans les 5 minutes. Donc, 3 minutes avant, 2 minutes avant, du coup, on lui dit qu'on va l'appeler. On envoie une automatisation en SMS, en email pour lui dire qu'on va l'appeler. Ne vous inquiétez pas, la personne ouvre l'email, je vais vous montrer. Et là, ensuite, 7 minutes plus tard, on lui envoie un email lui disant, écoute, voilà nos réseaux sociaux. Donc là, je l'ai écrit. Après 3 minutes, demandez, lui, à trouver le temps de réserver son appel et partager avec lui vos réseaux sociaux. Donc ensuite, voilà la deuxième automatisation. Donc là, on attend 7 minutes et on lui envoie une vidéo VSL très courte. Pas les vidéos longues que je suis en train de faire, très courtes. On lui dit, tiens, regarde ces vidéos, elle peut peut-être t'aider. Si le prospect réserve un appel, donc on se rappelle ce que j'ai dit, si une personne réserve un appel directement avoir vu nos vidéos, elle reçoit une automatisation. Si elle réserve un appel après qu'on se soit entretenu avec elle, elle reçoit aussi une automatisation. C'est exactement la même, il y a juste 2-3 mots qui vont changer à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, qu'est-ce qui va se passer? On a le nom de la personne qui va être envoyé sur notre compte Facebook, dans nos audiences lookalike. Ensuite, il y a un setter qui va être assigné, un closer qui va être assigné. Il reçoit une automatisation, un instantané pour recevoir son lien de confirmation Zoom. 24 plus tard, il reçoit une vidéo qu'on l'encourage à regarder pour regarder du coup le maximum de vidéos sur notre chaîne. C'est une VSL en gros. 12 heures plus tard, il reçoit un case study si nécessaire. 6 heures plus tard, on lui dit que votre rendez-vous, 6 heures avant du coup l'appel, on lui dit que votre rendez-vous est dans 6 heures. 2 heures avant, votre rendez-vous est dans 6 heures. 15 minutes avant, votre rendez-vous est dans 15 minutes. 5 minutes avant, votre rendez-vous est dans 5 minutes. Et le closer appelle aussi en même temps quand il reçoit son automatisation 5 minutes avant. Donc là, je l'ai écrit. Dès qu'il réserve un appel, un setter l'appelle dans les 5 minutes pour confirmer sa réservation et envoie un email 2 minutes plus tard pour l'inviter à regarder une autre vidéo. Ensuite, un email, un SMS et éventuellement un message WhatsApp sont envoyés 1 jour, 2 heures, 15 minutes et 5 minutes avant l'appel avec le lien Zoom pour lui rappeler son heure de rendez-vous. Donc ça peut paraître touffu comme ça, mais je vais le répéter très simplement. Il réserve un appel, il réserve un appel. Dans les 5 minutes qui suivent, le setter l'appelle pour bien confirmer l'appel. Ensuite, 2 minutes plus tard, il reçoit sa confirmation par Zoom. Donc là, c'est-à-dire que là, ici, je ne sais pas si vous le voyez, là on attend 7 minutes. Parce qu'il y a 5 minutes plus tard, il reçoit 7 minutes plus tard, il reçoit du coup il reçoit sa confirmation d'appel et une vidéo qui l'encourage à regarder un appel. Normalement, cette vidéo, il la reçoit automatiquement lorsqu'il réserve un appel parce qu'il tombe sur une autre page de vente. Donc, la vidéo qu'il est censé regarder, il la reçoit par email et normalement, il est devant la vidéo parce que normalement, lorsqu'il réserve un appel, il tombe sur une page de vente. 5 minutes avant, d'abord, 2 minutes avant, du coup, parce que c'est 5-7 minutes, 2 minutes avant, du coup, il y a un setter qui l'appelle pour juste confirmer l'appel. Donc, il reçoit une vidéo, il reçoit son lien de confirmation, et le lendemain, il reçoit du coup un email qui lui dit tu peux regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu dis? 12 heures plus tard, tu peux regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu dis? 6 heures avant l'appel, on lui fait un rappel du coup de la réunion. 2 heures avant, on lui fait un rappel de la vidéo. 15 minutes avant, on lui fait 2 heures avant, on lui fait un rappel de l'appel de vente. 15 minutes avant, on lui fait un rappel de l'appel de vente. 5 minutes avant, un rappel de l'appel de vente. Et les 5 minutes aussi, le closer appelle. Éventuellement, on peut demander à un setter d'appeler la personne lorsqu'elle reçoit du coup cette automatisation. Ce n'est pas très fixe. On fait plusieurs tests en fonction de ce qui fonctionne. Récemment, on s'est mis d'accord pour faire envoyer un email 2 heures avant, 15 minutes, 5 minutes. Et 5 minutes, il reçoit son email et le closer l'appelle pour bien confirmer. Parce qu'avant, on avait des problèmes de show rate. Donc, lorsqu'on a mis en place ce système, on a eu moins de problèmes à ce niveau-là. Donc, ici, on lui envoie une autre automatisation
Pourquoi j'ai mis cela? Ça, c'est l'automatisation du coup pour la réservation d'appels. Là, vous voyez, il y a 400 automatisations qui ont été envoyées depuis un funnel. Je répète encore, on fait plein de tests, donc c'est pas juste 400, il y en a plein. Et là, je vous remonte encore les statistiques qu'on a sur tout ce que je viens de vous montrer pour vous montrer que ça fonctionne. Le nombre de personnes qui répondent à notre phase de nurturing, on a plus de 50%. En réalité, c'est plus de 60%. Là, vous voyez par exemple la séquence d'appels de confirmation, on a 67% en interne. Le lien qu'il reçoit avec son Zoom et la vidéo, 40%. 6 heures avant, 50% des mails ont été ouverts. 10 minutes avant, 52%, ça a été ouvert. 12 heures avant, 64%, ça a été ouvert. 24 heures avant, 54%, ça a été ouvert. Et là, 2 heures avant, 61%, ça a été ouvert. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Ici, là, donc ici, appel stratégique où il réserve un appel. Les emails sont ouverts à 50% ici. Ça, je ne sais même plus c'est quoi comme automatisation exactement. Là, il y a 67%, 66%. Et là, c'est 50%. Ah oui, je me rappelle, c'est tout simplement... alors, attendez, je regarde ici. C'est les automatisations principales qu'on envoie avec la vidéo VSL et le case study qu'on demande de lui regarder. Donc, du coup, il y a 50%. Donc là, c'est-à-dire que c'est 24 heures, 24 heures avant l'appel. Et là, c'est 12 heures avant l'appel. Donc, la première VSL qu'on lui demande de regarder ou la vidéo de vente, peu importe. Là, vous mettez soit une vidéo de vente VSL, soit un case study. Vous lui mettez quelque chose qui peut davantage le convaincre qu'il accepte de travailler avec nous lors de l'appel de vente. 50% ouvre le mail. Et ici, 67% ouvre le mail pour 12 heures plus tard. Voilà. Le show rate, ici, on est à plus de 70%. Je vous ai montré, du coup, notre séquence ici où 100% des mails sont ouverts lorsque la personne n'est pas présente au moment de l'appel de vente. Parce que lorsque la personne n'est pas présente au moment de l'appel de vente, on envoie cette séquence ici, no show. On en a envoyé déjà 100. Sur ce funnel, il y a 400 personnes qui ont réservé un appel. On a un show rate d'à peu près 25% ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe lorsque les personnes ne sont pas présentes au moment d'appel de vente? On n'oublie pas que le show rate est la métrique la plus importante. Lorsque les personnes ne sont pas présentes au moment d'appel de vente, 5 minutes plus tard, le closer les appelle. Il ne décroche pas double appel instantanément. Si les personnes ne décrochent pas, on les met dans une séquence de 11 jours. Et durant 11 jours, on les appelle 4 fois par jour. Ce mail, en fait, il est envoyé instantanément. Et ensuite, il y a un email qui est envoyé 3 jours plus tard. Là. Le taux de closing, on est à moins de 30%. Donc, je ne sais pas si on peut faire mieux ou ici, je ne sais pas si on peut faire mieux ou bien si c'est bien. J'estime que moi, on peut faire mieux. Ça, c'est mon CRM, du coup, avec des leads. Ça, c'est mon CRM avec les statistiques, du coup, d'avancer de mon funnel, les opportunités que je vous ai montrées. Mais ici, par exemple, là, on a ici les deals closés. Et j'ai fait le calcul ici. On a eu 97 clients, 97 clients dans Close Deal sur 1 million de générés. On a eu 362 rendez-vous ici, je ne sais plus sur quelle période. Et du coup, on a un calcul de 27% de closing. Donc du coup, 27%, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je pense qu'on peut faire mieux que ça. On est en dessous de la moyenne parce que j'estime qu'une bonne moyenne, c'est 30% pour le photovoltaïque. Ça, je vous parle, c'est du photovoltaïque. Une bonne moyenne, c'est 30%, moins de 30%, parce que j'ai un de mes closers qui m'a dit arrêtez 25%, c'est bien, parce qu'il a déjà travaillé auparavant. Il m'a dit dans ce qu'on nous fait en photovoltaïque, 25% c'est bien, mais pour la création de contenu, je sais qu'on doit être à plus de 35%. En tout cas, on est à 27%, donc on va essayer d'améliorer le funnel. J'ai remontré ces screens justement pour vous montrer qu'on a plein de personnes qui nous envoient des sous. J'ai mis plus de 5 000 euros, 5 000 dollars parce qu'il y a souvent des virements qui sont envoyés depuis des paiements Stripe, des paiements e-commerce, pardon. Mais là, on a là ici 14, 16 000. Ici, 11 000, c'est des personnes qui ont envoyé les sous. Envoyer les sous pour travailler avec nous dans le photovoltaïque. Ça, c'est Stripe ici. Hop, 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 là 15 000, là 13 000, ici, là, ici, là, hop, c'est pour dans notre lien. Ici, les 97 personnes, là, elles sont où? Là, ici, 97 personnes dans le CRM. Et là, ici, du coup, ça c'est la banque. Ça c'est en avril, 100 000.
ici, en mai, là, en mars, 141 000. Et là, et ici, 117 000 en mai. Voilà. Et on a monsieur associé Christophe qui s'est acheté une voiture à 100 000. Voilà. Et juste pour terminer, monsieur Christophe, que je vous invite à regarder sa chaîne YouTube, qui est ici, Christophe Alain. On a fait un road trip à Monaco. Il s'est acheté une nouvelle caisse. Moi, j'attends de faire un peu plus d'argent avant d'acheter ma voiture. Mais si je montre ça, c'est juste pour vous montrer qu'on a des clauses. Voilà. Là, juste le process de setting que j'aimerais vous montrer, comment nous, on fonctionne pour que ce soit plus clair pour vous. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai écrit, mais je l'ai déjà expliqué. Donc, lorsqu'on a un nouveau lead, on a un appel dans les 5 minutes qui suivent. En cas de non-réponse, on appelle à nouveau 10 minutes plus tard. L'appel de confirmation, il se fait dans les 5 minutes qui suivent. Ensuite, dans les 5 minutes qui suivent, s'il ne décroche pas, on essaie de le rappeler à 4 reprises de la journée où il a réservé un appel. Et pour les jours qui suivent, on l'appelle une fois par jour. S'il ne décroche pas, on annule. Le rappel d'appel, encore une fois, ici c'est générique. Mais nous, ce qu'on a fait, on a fait plein de tests avec les mecs du photovoltaïque. On a trouvé 2 heures, 15 minutes, 5 minutes. Mais à vous de voir. Soit vous faites 90 minutes, 60 minutes, 30 minutes. Soit vous faites 2 heures, 1 heure, 30 minutes, je ne sais pas. Mais vous devez à tout prix faire 3 appels. Je vous ai montré les statistiques pour vous montrer que les personnes, ne vous inquiétez pas, ça peut paraître agressif, mais les personnes, elles ouvrent les mails. Hein. Elles ouvrent les mails. Hein. Donc, il y a 50%, 52, 65, 53, 61. Elles ouvrent les mails. Donc, ne pensez pas que c'est agressif, mais ça marche. D'accord? Et les no-show, comme je l'aurais dit, double appel 5 minutes après l'appel Zoom, enclenché. Si la personne n'est pas là, on attend, on fait un double appel instantanément. Si ça ne marche pas, on demande au setter de rappeler cette personne 4 fois par jour durant 11 jours. Je vous envoie ce lien ici. Je vous l'envoie. Je vous envoie. Il est à disposition en description de la vidéo avec le fichier ci que j'ai fait pour vous et vos petits yeux. Et on va terminer avec le tracking de settings, je vous l'ai envoyé. Et on va terminer, voilà, avec le closing, parce que pour l'éducation du prospect, c'est terminé. Vous savez exactement ce que je fais. Ça a l'air de fonctionner pour moi. Essayez d'en tirer les meilleurs, essayez de tirer le meilleur de tout ce que je vous ai montré de mon système d'acquisition. Dernière partie du système d'acquisition, on a généré de l'attention, on a bien capturer cette attention, capturer le numéro de téléphone, l'adresse email, le numéro de téléphone de nos personnes, de nos eyeballs pour les transformer en lead. On a bien fait le travail pour transformer un eyeballs en lead froid, un lead froid en lead tiède, en lead chaud, un lead chaud en lead qualifié avec le parcours du client high ticket. Maintenant, il est temps de transformer notre cher lead qualifié, ça c'est le parcours du client à étiquette, on n'oublie pas. Donc le eyeballs ici, on a réussi à le faire rentrer dans notre système, c'est devenu un lead tiède, hop, il a répondu à toutes nos cases, il a coché toutes nos cases, ensuite c'est devenu un lead tiède, c'est devenu un lead chaud, qualifié, donc il a du budget, il est décisionnaire, et là il s'entretient en appel avec nous, et du coup il faut le closer. Cette partie sera très simple. C'est la dernière partie du système d'acquisition, le closing. Je vais plutôt vous partager une vidéo de 30 minutes dans le fichier que vous pouvez récupérer en description de cette vidéo. D'accord? C'est une personne qui intervient, c'est un des closers avec qui je travaille. Il s'appelle Jad, il est très jeune, il a fait plus de 2,5 millions de dollars en closing. C'est un Canadien qui a de très bonnes techniques de closing. Donc je vous laisserai regarder sa vidéo. Moi, malheureusement, je ne close pas vraiment de la même manière que lui, car quand j'étais étudiant à Lyon, je faisais un peu des centres d'appel et je travaillais pour la Sofres, c'est-à-dire qu'on faisait des sortes de sondages auprès de grands directeurs de sociétés françaises. Et du coup, on se faisait former par certaines personnes. Donc du coup, moi, j'ai appris à faire de la vente un peu agressive. Et dans ce business, lorsque vous créez beaucoup de contenu, lorsque vous avez un bon système d'acquisition, vous n'êtes pas obligé de faire de la vente super agressive. La vente de nos jours est très émotionnelle. La vente de nos jours, elle fonctionne parfaitement lorsque vous avez un bon funnel, lorsque vous avez bien éduqué vos clients, lorsque vous avez une personal brand. Et du coup, en réalité, la vente, c'est juste quelques formalités.
l'appel de closing, ce n'est quelques formalités, parce qu'en réalité, si vous avez bien fait le travail, la personne sait déjà qu'elle veut acheter avec vous. Cependant, il y a quand même 6 étapes à respecter lors de l'appel de closing. Donc là, j'écris remise en contexte, mettre le prospect à l'aise et désacraliser la situation. Donc voilà, dans les premiers instants de l'appel, vous remettez la situation en contexte, tout simplement. Je sais pas ce que je pourrais ajouter à ce niveau-là. C'est remise en contexte. Donc on sait pourquoi on est là. Tout est en place. On désacralise la chose, c'est-à-dire qu'on le met à l'aise. On rigole avec lui. Il faut qu'il y ait de bons sentiments, positifs. Voilà. Deuxième point, mettre en exergue le problème, identifier les croyances fondamentales du prospect, liberté, notoriété, richesse. À ce niveau-là, il faut faire parler la personne pour savoir quelles sont ses croyances fondamentales. Vous pouvez closer. Il y a deux manières de closer. C'est soit vous closez avec pour argument le côté émotionnel, c'est-à-dire que si vous avez un client qui vous dit moi je veux justement avoir plus de temps pour m'occuper de ma famille, là on est sur le côté émotionnel. Donc ça veut dire que durant tout l'appel, il faudra juste sur le côté émotionnel de la chose. Si vous avez directement des clients qui sont plutôt en mode montre-moi la technique, tac, 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 j'ai pas que ça à faire, qui vous parle directement business et qui vous parle de chiffres. Alors là, le côté émotionnel, ça sert absolument à rien. Vous partez aussi sur le côté technique de la chose et vous allez, du coup, tout l'appel de closing va se faire de cette manière. Donc c'est là, mettre en exergue le problème. Et on pose les questions ici. Alors, dans l'appel de closing, vous n'êtes pas censé parler plus que le client. Vous laissez le client parler. Il sait déjà ce que vous faites. Il a regardé votre vidéo. Il a regardé votre contenu. Il vous apprécie. Il a réussi à s'identifier à vous parce que vous avez une forte personal brand. Vous avez fait en sorte que ces personnes s'identifient à vous. Vous avez développé un capital sympathie auprès de cette personne-là. Cette personne pense que vous êtes la bonne personne pour l'aider, donc pas la peine de parler ou pas la peine encore pas la peine encore d'essayer de convaincre la personne. Normalement, cela a été fait lors de l'appel, lors de toute la création de contenu que vous avez pu mettre en place sur du coup votre funnel YouTube et j'en passe. Si vous êtes dans un funnel un peu plus court, c'est-à-dire, voilà, vous n'avez pas créé autant de contenu, mais vous avez une vidéo de vente. Alors oui, il faudra un peu vous vendre. C'est dans la 4e partie. Mais si vous avez vraiment une belle chaîne YouTube avec des bonnes vidéos, vous n'avez même pas besoin de vous vendre. Si vous débutez dans la partie 4, vous vendez un peu, un minimum. Mais normalement, la personne a déjà vu votre VSL et qu'elle sait exactement, elle sait, voilà, vite fait de quoi vous parlez. Donc, mettre en exergue le problème, on pose les bonnes questions à la personne, on la laisse développer, on essaie de capter les premiers signes c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on va développer lorsqu'on présentera notre solution. On laisse cette personne parler, on lui laisse expliquer nos problèmes et voilà, rétrospective sur les process mis en place par le client. Donc là, c'est-à-dire que la personne a parlé, on a identifié sur quel aspect on allait du coup closer la personne, émotionnel ou non émotionnel. Alors tout est émotionnel, mais il y a un pourcentage d'émotion dans le process, d'un pourcentage d'émotionnel en la personne, en la personne justement que vous allez essayer de closer. Ce sera à vous de poser le pour et le contre, d'accord. Et là, quand il y a rétrospective sur le processus mis en place par le client, c'est que là vous devez très vite débiter, c'est-à-dire que là dans la deuxième partie, lorsqu'il vous donne ses problèmes, vous devez très vite analyser ces problèmes pour vite identifier sur quel aspect, du coup, sur quel point des problèmes qu'il vous a émis, sur quel point vous allez pouvoir appuyer pour lui faire rendre compte que là, en fait, il devait changer telle partie, là, il devait changer telle partie, là, il devait changer telle partie. Mais quand je dis que là, il devait changer telle partie, ce n'est pas en mode, ah, tu vois, là, t'as mal fait la chose. Non, non, non. C'est, par exemple, si la personne est dans l'émotionnel, tu vas lui dire, ah, tu vois, ici, tu aurais dû changer telle partie, je pense que c'est pour ça que tu n'as pas atteint ton objectif, c'est pour ça que tu n'as pas réussi. Tu joues sur le côté émotionnel, tu vois. C'est pas, tu cherches pas en soi à faire en sorte que la personne se sente coupable. Non. Tu joues plutôt sur le côté émotionnel dans le sens où, comment est-ce que je pourrais dire cela Comment est-ce que je pourrais dire cela? Tu joues plutôt sur le côté émotionnel en disant tu fais des sortes de suppositions, tu vois. C'est-à-dire que la personne va te parler, tu vas dire ouais, tu penses que bah là, si tu avais pu faire cela, est-ce que tu penses que tu aurais pu arriver à... C'est-à-dire que tu vas jouer sur la vente du résultat. Donc, lorsque la personne va te citer les problèmes, et là, ce que tu fais la rétrospective vis-à-vis de ses erreurs, là, tu vas peut-être jouer en mode, ouais, est-ce que tu penses que justement, tu avais bien fait les choses, tu aurais pu arriver à cet objectif-là? Est-ce que tu penses que si tu aurais fait les choses, bah finalement, ton objectif aurait été de cette manière-là? En fait, tu essayes de lui parler de cette manière pour que dans sa tête, il renforce du coup ce sentiment, cette visualisation de lui qui arrive derrière à ses objectifs et du coup
que dans sa tête encore, ils se disent que ouais, effectivement, si j'aurais pu faire les choses, j'aurais pu arriver à ce résultat, j'aurais pu arriver à ma destination. C'est ce que je veux dire par là quand je vais pas rétrospective sur le processus de vente. C'est voilà, on identifie rapidement les problèmes, on sait exactement sur quoi on va appuyer. Sur du coup les problèmes qu'il nous a émis. Mais quand du coup on lui parle de cela, on lui dit que là tu as fait mal les choses. Ce n'est pas ouais, t'as pas fait les choses de cette manière-là. C'est ouais, tu vois, t'imagines si tu avais réussi à faire cette chose de cette manière, tu aurais pu faire ceci, tu aurais pu arriver à ton objectif. Et j'en passe. Et la personne va te dire ouais, putain, t'as raison. Oui, je sais. Oui, nanani. Cherche l'émotionnel. Le point 4, mise en valeur de la méthode. Donc, à ce niveau-là, tu as réussi à déjà susciter l'émotion dans la partie 3. La partie 4, tout simplement, tu lui présentes ta solution. Tu appuies toujours sur les croyances fondamentales de la personne, si elle est dans l'émotionnel pour je ne sais quelle raison, ou bien si elle est directement je sais pas moi, c'est-à-dire, tu sais, t'as des clients qui ne parlent que de chiffres, qui ne parlent que de process, qui ne parlent que de business. Si cette personne est dans ce mood-là, à toi, du coup, justement, d'appuyer à ce niveau-là. Mais toujours en pensant à sa situation désirée, lorsque tu présentes ta solution, tu renforces le fait que ta solution peut vraiment l'apporter, peut vraiment l'aider à arriver à sa situation désirée. Donc, j'ai écrit décrire la situation désirée, parler des objectifs et faire rêver le client en lui vendant le résultat, appuyer sur les croyances fondamentales du client pour défendre vos arguments. On sait ce que c'est les croyances fondamentales, on en a parlé durant des heures et des heures et des heures et des heures dans la vidéo. Lorsqu'on présente notre méthode, on ne présente pas notre méthode pour la présenter, on présente notre méthode toujours de telle sorte que la personne puisse se visualiser dans sa tête avec notre méthode mise en place dans son business, qu'elle puisse visualiser dans sa tête du coup cette situation où du coup elle est vraiment elle se voit vraiment là où elle souhaite être quoi. Donc on présente notre solution toujours avec ce petit côté émotionnel. Expliquer la méthode, donc communiquer sur les valeurs de votre produit en accompagnant toujours vos explications de croyances fondamentales du fondamental du prospect. Voilà, donc expliquer la méthode. Donc tu développes davantage à ce niveau-là. Je sais même pas si j'aurais dû mettre ce point-là. Je pense que ce point-là, en fait, j'aurais dû l'enlever, laisser en fait juste le point 4 et répondre aux objections et continuer de renforcer vos affirmations. Tu as les objections de la personne. T'as les objections de la personne elle s'exprime, elle va te dire oui, mais voilà, oui, mais. Et du coup, toi, tu réponds juste à ces objections en continuant d'appuyer sur la mise en valeur de ta méthode. Je répète encore une fois de plus, si vous êtes sur des questions de prix, c'est que tu pourrais peut-être continuer de faire davantage le travail dans ta création de contenu, de telle sorte que les personnes aient de moins en moins l'objection du prix en closing. Moi, là, ce que je suis en train de te faire, c'est un simple résumé, mais Jad va en profondeur durant 20 minutes sur tout ce que j'ai dit. Voilà. Il a closé pour plus de 2,5 millions et il a même closé des trucs à plus de 35 000 euros. Donc, il est pas mal. Donc, je vous encourage à regarder cette vidéo. Mais voilà, par exemple, après, il y a des trucs, on peut aller plus loin. Hein. Lorsque tu présentes le prix à la personne, tu fermes ta gueule, t'avances pas. Lorsque la personne te dit « Ok, je paye », tu ne t'avances plus, c'est fini, tu te tais, tu envoies le lien. Encore une fois, faut pas parler plus que la personne, d'accord ? Cet appel de closing n'est pas censé être un appel où tu es censé encore te présenter du début, d'accord ? Tout ton processus d'éducation était censé le faire. On l'a dit, SMS, email, CRM, WhatsApp, vidéo de vente, case study, webinaire, training à forte valeur ajoutée, e-book, et j'en passe, setting. Normalement, c'était là qu'il fallait faire tout le travail pour que l'appel soit le plus chill possible. Moi, j'ai fait un petit résumé très rapide, mais Jad va vraiment en profondeur sur du coup ce que je viens de citer. Vous avez ici, on va vous partager ici le script de closing que nous on utilise. Il est là, le script de closing. Je vous le partage avec. Jad explique bien le script dans la vidéo de du coup 21 minutes. Voilà, et on rappelle encore une fois que à la fin de la phase d'éducation du prospect, votre prospect doit se retrouver dans ce mindset. Je l'ai dit il n'y a même pas 15 minutes et je le redis. Si ton prospect est dans ce mindset, c'est-à-dire qu'il veut vraiment travailler avec toi avant l'appel de vente va très bien se passer. D'accord ? Je répète, il y a des petits génies qui se pensent vraiment des génies sur Internet en disant que c'est les meilleurs closers du monde. Le but pour nous n'est pas d'être le meilleur closer du monde. Ça ne m'intéresse pas du tout d'être le meilleur closer du monde. D'accord ? Le but pour nous est d'avoir une forte personal brand. Lorsqu'on a une forte personal brand, lorsqu'on génère l'attention, lorsque les personnes nous font confiance, le setting, c'est facile, le closing, c'est facile,
Tout le reste est facile. Si vous avez besoin d'avoir des techniques incroyables pour faire du closing, c'est que vous avez un gros problème pour capter l'attention, vous avez un gros problème pour susciter la confiance vis-à-vis de vos prospects dans le produit primaire, c'est-à-dire la création de contenu que vous faites. Vous avez un gros problème à ce niveau-là. Je l'ai déjà expliqué. Grant Cardone fait 200 millions à l'année, il a une équipe de vente qui est complètement nulle. Il fait tout le travail dans l'attention, il est viral, il fait des posts, il poste énormément. Regardez sa chaîne YouTube, il y a plus, je sais pas, 20 000 vidéos postées, il poste près de 5-6 fois par jour sur ses comptes Instagram et j'en passe. Il fait le travail, les personnes connaissent la personne. Donc, du coup, l'appel de vente est plus facile pour ses closers. Tu mets un closer qui est un 3 sur 10 dans le funnel de Grant Cardone, il peut closer. Si vous avez besoin d'être un closer extraordinaire, revoyez votre système. Et je le répète, n'écoutez pas les personnes qui vous disent d'avoir une petite audience ciblée et je ne sais quoi pour derrière avoir un business, je sais pas, limpide parce que du coup dans votre audience, il n'y a que les personnes que vous souhaitez transformer en clients. Pas les choses comme ça. On cherche anti-fragilité et on optimise notre branding et l'attention qu'on est capable de générer. Je le répète. Je me suis entretenu avec un Canadien, il fait plus de 500 000 € à l'année. Ses closers, c'est des vacataires. Parce que lui, en question, il fait tout le travail sur sa chaîne YouTube. Tout le temps. Tout le temps. Il poste des vidéos sur sa chaîne YouTube qui font plusieurs heures. Il poste sans arrêt. Donc, il fait du high ticket. Il vend des produits à 15 000 balles. Lors de l'appel de vente, ces closers, ils sont en vacances. Ayez cette mentalité-là. Quand vous commencez ce que vous faites là, lorsque vous commencez à vendre vos services sur Internet pour des B2B ou bien pour des B2C, lorsque vous voulez proposer des programmes d'accompagnement, de coaching, des formations, la capacité que vous, la principale qualité que vous devez développer en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur, c'est votre capacité à générer de l'attention. Pas vos scripts de vente, vos systèmes de EOD, vos systèmes d'opérationnel. Ça, c'est des commodités, c'est terminé ça. C'est terminé, je l'ai expliqué durant 20 heures. Je ne vais pas recommencer aujourd'hui, maintenant. J'ai expliqué durant 20 heures, c'est terminé. Vous devez avoir une personal brand forte. Vous devez avoir un capital sympathie, vous devez avoir une communauté puissante. Vous devez faire en sorte que des gens s'identifient à vous. Les gens doivent vous apprécier, des gens doivent se voir en vous. Que vous soyez timide, arrogant, gentil, peu importe. Si vous êtes timide, vous devez faire en sorte que les personnes timides s'identifient à vous. Si vous êtes arrogant, vous devez faire en sorte que les personnes arrogantes s'identifient à vous. Mais correctement. Comme ça, derrière, vous n'avez pas besoin d'avoir les meilleures équipes de vente, les meilleurs closers et j'en passe. Si vous me regardez, que vous débutez, mettez dans votre tête que vous n'aurez pas le meilleur closer qui travaillera pour vous, vous n'aurez pas le meilleur setter qui travaille pour vous et vous n'aurez pas la meilleure équipe de vente de tous les temps. C'est très compliqué à réaliser en France. D'accord ? Donc derrière, pour être antifragile, vous devez avoir une personal brand très puissante pour du coup compléter les creux que vous aurez dans votre système opérationnel. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc là, tout le travail en amont que vous aurez fait doit vous faciliter, doit vous faciliter la chose lors de votre appel de vente. Votre prospect doit être dans cet état d'esprit. Et je le rappelle, soyez tellement bon dans l'explication de votre solution, soyez tellement bon dans les triggers émotionnels, l'importance de la liberté géographique, financière, temporelle. Faites un travail colossal avant l'appel de vente de telle sorte que vos closers n'ont plus grand chose à faire et que vous recevez carrément les DM de personnes vous demandant directement le lien Stripe. Moi, c'est une capture d'écran que j'ai reçue sur mon Instagram. Je reçois des personnes avec ma petite chaîne YouTube. Je reçois des messages de personnes, des DM qui me disent « Putain Thierry, j'ai vu ta vidéo, c'est exceptionnel ». C'est dans cet état d'esprit que vous devez vous retrouver. Vous n'imaginez pas à quel point, lors de l'appel de vente, c'est tellement plus facile. J'ai eu des personnes à l'appel de vente, c'était tellement plus facile parce qu'elles ont vu mon contenu, parce qu'elles m'ont va parler toute la journée. Imaginez un instant la puissance que vous pouvez avoir. Donc, créez du contenu sur YouTube, pas sur un Twitter ou je sais pas quoi, Instagram. Prenez le temps d'avoir une belle chaîne YouTube, de bien créer du contenu sur YouTube, de montrer votre expertise sur YouTube, de créer un narratif sur YouTube, de créer un storytelling sur YouTube, de montrer vos valeurs sur YouTube, et j'en passe, de créer tout un narratif, tout un sentiment d'appartenance. On n'oublie pas ce que Steve Jobs a dit, et je vous garantis que tout va couler correctement. Voilà. Closing, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. On est des entrepreneurs. On est des autorités. On n'est pas des Jordan Belfort. Encore, Jordan Belfort, c'est un entrepreneur complet. On n'est pas des closers. On n'est pas des salesmen. On est des entrepreneurs autorités. Comme ça qu'on voit la chose. C'est le seul moyen de s'en sortir dans le monde de demain. Je l'ai déjà dit, notre seul monopole, c'est d'avoir une personal brand. Rien d'autre.
Écoutez pas les personnes qui vous parlent de Web3, Web4, Web5, Web6, Web7, la crypto-monnaie, l'intelligence artificielle, et j'en passe. Les seules personnes qui font de l'argent dans ces secteurs-là sont les personnes qui ont des personal brands. Je l'ai déjà expliqué. Les premiers qui seront sur le Web3 feront de l'argent, mais c'est à ce moment-là que la compétition est la plus accrue. Donc, lorsque vous aurez un gagnant, il prendra 99% des parts. Je vous ai donné l'exemple de Yumi Denzel, l'exemple de Apple. Pour que Apple devienne Apple, il faut que 1 million de personnes meurent à San Francisco. Pour que Amazon ait pu devenir Amazon, il a fallu que 1 million d'entreprises meurent. Yumi Denzel a fait exploser le dropshipping, il a détruit le business du dropshipping et a pris 99% des gains. Hormozy, qui est autant viral, la seule chose qui arrive, c'est que tout le monde veut se lancer dans le business, donc ça fait plus de compétition, les publicités deviennent chères. J'ai donné l'exemple de Iman Gadi qui a explosé. La seule chose qui arrive, c'est que tout le monde veut lancer des agences et ça fait leur travail, ça fait que tout le monde fait n'importe quoi et que derrière, les clients qui sont contactés par les agences sont de plus en plus réticents. C'est la loi du business. On ne l'oublie pas que lorsque on est les premiers sur une tendance, c'est à ce moment-là qu'on est le plus, on est le plus en compétition vis-à-vis des autres. Et il va rester, parmi les premiers, il va en rester un qui va prendre 99% des parts. Et les personnes qui vont suivre et faire de l'argent, ce seront les personal brands. Pas les autres qui arriveront plus tard, alors qu'il y en a un qui aura créé le monopole. On ne l'oublie pas. Vous le voyez aujourd'hui, les Paris Hilton, les Iggy Azalea, les Mia Khalifa lancent des crypto-monnaies, elles font des thunes. Logan Paul fait des thunes. Ils font tous des thunes. Les NFT, tu as les premières NFT qui sont arrivées, qui ont fait de l'argent. Le reste, elles ont tous disparu. Tu as 0,0001% d'NFT qui ont fait beaucoup d'argent. Le reste, toutes mortes. Et après, tu as toutes les personal brands qui sont arrivées, les Booba, les Donald Trump carrément, toutes les meufs qui font OnlyFans, ils sont tous arrivés, ils ont proposé des NFT, ils se sont en mis plein les poches. Hein, je répète, je vois Luc Belmar, qui est un entrepreneur qui crée aussi un narratif sur l'argent. Il fait des posts sur sa story Instagram qui te dit, qui est en train de te dire si tu as 50 000 euros, contacte-moi, je vais te présenter des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui se passe? Il va te facturer 30 000 euros pour que tu passes la crypto-monnaie. Lui, la crypto-monnaie, il n'est pas obligé d'ailleurs d'investir, hein, parce que quand il a 100 personnes qui du coup le contactent, il fait facturer 30 000 euros à 100 personnes. Lui, dans ses poches, il y a 3 millions d'euros sans avoir pris un risque. Donc on ne l'oublie pas. Avec une personal brand, vous êtes antifragile à jamais. Vous avez un super pouvoir. Vous avez un super pouvoir lorsque vous avez des gens qui vous écoutent, peu importe la nouvelle tendance de demain. Et parce que vous avez un super pouvoir quand les gens vous écoutent, lorsque vous essayerez de leverage les nouvelles tendances parce que vous comprenez parfaitement le darwinisme vu que vous êtes de bons entrepreneurs, tout fonctionnera pour vous. Nous sommes des autorités, nous ne sommes pas des closers, nous ne sommes pas des setters, nous ne sommes pas des media buyers, nous ne sommes pas des marketeurs, nous ne sommes pas des mecs de l'opérationnel. Nous sommes des autorités et on fait tout pour être une autorité.